Bonjour Cornelius. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Et bonjour lectrice à plein temps. Bonjour. N'hésitez Bienvenue. pas vraiment à mordiller le micro pour que vraiment tout le monde vous entend pleinement. Est-ce qu'on nous entend ici ? Ouais. Ah, c'est perfecto. C'est pas trop mal. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis lectrice à plein temps, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et je suis booktokeuse, bookstagrammeuse et booktubeuse, c'est-à-dire que je parle de livres sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je suis très très triste que tu aies donné ton âge parce que je vais devoir donner le mien. Donc moi c'est Quentin, mon pseudo c'est Cornelius et je suis aussi booktubeur principalement. Donc je parle aussi de livres sur YouTube. J'ai 33 ans, ça tape un peu. Aïe, aïe, aïe. Et je fais aussi du contenu sur Twitch. Je stream sur Twitch tous les mardis soirs une petite émission littéraire où on parle de nouveautés, de trucs qu'on lit. Et voilà. Et peut-être auteur en devenir. Oh. Ah, Des est-ce que petits, tu peux nous projets. teaser un petit peu? Bah alors le teasing n'a plus lieu d'être parce que ça vient juste d'être lancé avec la maison d'édition Les Mondes Flottants. Je sors un livre à la fin de l'année, donc cet automne en fait, qui s'appelle Anthony et qui est un récit de voyage au Japon. Donc je travaille avec une illustratrice et puis on parle du Japon, quoi. Il y a une campagne Ulule d'ailleurs qui est en cours pour financer le bouquin. Ah, stylé, ouais, c'est des gros projets et généralement, oui, ça demande un peu de temps et un peu d'argent Et un aussi petit pour peu que ça d'argent, concrétise, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok pour parler de livres ? Alors, j'avais pas vraiment d'amis qui lisaient. Donc, par exemple, dans la cour de récréation, etc., moi, j'avais tendance à sortir mon bouquin et je voulais en parler, en fait. Je voulais partager et dire à quel point c'était bien. Et souvent, mes amis, ils voyaient la lecture comme quelque chose de très ennuyant, tout ça. Et je me suis dit, sur les réseaux sociaux, il doit y avoir des gens qui lisent aussi. Donc, je me suis inscrite sur Instagram et j'ai découvert des comptes très, très bien qui lisaient exactement les mêmes livres que moi. Et je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que je ferais pas pareil qu'eux ? Et sur YouTube, je suivais Nin Gorman à l'époque et elle m'a carrément donné envie de lire ses bouquins à elle et les bouquins d'autres auteurs que maintenant je suis, que je vois en dédicace. Voilà, c'est la passion avant tout de la lecture qui m'a poussée à faire ça. Bah, c'est un petit peu pareil pour moi. Je pense que on se sent hyper seul quand on aime lire et qu'on a envie de partager ça et que dans notre entourage, les gens lisent pas, quoi. C'est hyper triste. Donc pareil, moi, mon entourage ne lit pas beaucoup. Je venais de finir un livre très très bon, donc je me suis dit j'ai trop envie d'en parler, mais je suis super frustré. Et au départ, moi, j'ai voulu faire un blog. Et j'ai créé un blog, j'ai écrit mon premier article, et en l'écrivant, j'ai voulu aller voir sur internet ce que les gens disaient du livre dont j'avais écrit un article. Et là, je suis tombé sur YouTube et j'ai vu plein de vidéos trop cool, et je me suis dit, en fait, ça va être carrément plus simple. Donc j'ai tout supprimé et j'ai créé la chaîne YouTube sur un coup de tête. Mais c'est vrai que c'est un peu plus de ta génération d'avoir fait des blogs, etc. Puisque nous... Mais c'est vrai. Mais attends. Mais quand je suis arrivée... C'est vous il y les avait... vieux, là. mais j'ai fait non. Mais il y avait la encore- le web 1.0, là. Mais parce que quand je suis arrivée sur le Bookstagram, il y avait encore les blogs, etc. Et maintenant, en fait, je vois de plus en plus de bookstagrammeuses fermer leur blog complètement parce qu'en fait, il n'y a plus assez de visibilité. Et elles se rendent compte aussi, par rapport à TikTok qui est apparu et qui a un peu tout chamboulé dans la littérature, que en fait, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et finalement, elles s'investissent moins au fur et à mesure et on décale sur d'autres applications. Donc je pense que c'est un truc aussi générationnel parce que moi, les blogs, tu vois, j'ai jamais regardé, j'en ai jamais fait, tout ça. Oui, c'est vrai que moi, j'ai quand même... Enfin, quand j'étais ado, le blog, c'était vraiment... Enfin, tout le monde en avait un, quoi. Ouais. Ouais. Et est-ce que du coup, pour vous, là, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, il y a une œuvre en particulier que vous aimez parler, que vous aimez partager, et que vous dites, voilà, s'il y a une œuvre que je dois retenir, c'est celle-ci, allez voir la vidéo à tel moment. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a marqué ? Ouais, je pense. Alors moi je recommande tout le temps Qui es-tu Alaska de John Green. Okay. C'est un bouquin, une romance psychologique, philosophique un peu, qui est très dramatique. Et j'ai un petit tatouage de Marguerite qui représente avec une citation du bouquin. Et pour moi c'est incontournable au niveau de la littérature young adulte, pas jeunesse, plutôt young adulte. Vraiment il faut le lire. Ok. il valide dans le public. Et toi, du coup, ouais. Et moi, je dirais que c'était il y a 3 ans, j'ai lu Vita Nostra, un livre qui est sorti aux éditions La Talente. C'est écrit par Marina et Sergei Diatchenko. C'est un couple d'auteurs, d'autrices ukrainiens. Et vraiment, j'ai lu ce livre
Et ça m'a retourné la tête, j'en ai fait une vidéo dédiée et souvent on me demande mon livre préféré et je pense que c'est celui-ci. Pour vous la faire vite fait, c'est une jeune étudiante russe ou ukrainienne, je ne sais plus, qui est invitée malgré elle à aller étudier dans une école très bizarre où on ne sait pas trop ce qu'on lui apprend, c'est un délire un peu magique, métaphysique. Et souvent, genre, je dis que c'est Harry Potter à l'école des mange-morts, écrit par Kafka. Il y a vraiment ce truc hyper bizarre, c'est très sombre. Mais c'est très prenant et j'ai adoré. Et est-ce que justement, à contrario, il y a un genre littéraire que clairement vous pouvez pas lire du tout? Ou est-ce que vous lisez vraiment de tout? Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec l'horreur. Et Ok. tout ce qui est gore, ça me tend. Vraiment, je lis le bouquin et je vois les descriptions et ça me donne envie de gerber complètement. Et les thrillers, j'aime bien, mais pas trop quand ça part dans tous les sens, en mode je suis complètement perdue dans ma lecture. Ça, Ok. je pense que c'est les deux genres avec lesquels j'ai un petit peu de mal. Je pense que de mon côté, pendant longtemps, ça a été la romance, parce que j'avais vraiment ce truc de ah ouais, non, la romance quoi. Et au final, depuis un peu moins d'un an, j'ai essayé de faire l'effort de m'y intéresser. Et en fait, c'est comme dans tous les genres, je me rends compte qu'il y a des trucs très bons comme des trucs très mauvais. Et donc maintenant, j'en lis un petit peu, ça ne deviendra pas mon genre de prédilection, mais bon, pourquoi Ouais. pas. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la littérature? Est-ce que vous l'expliquez ça? Mais c'est faux. Ouais, Alors Oui, non, là, pour si. le coup, là, Je suis désolé. je rejoins Je- mes collègues. Non, je vous jure qu'il y a de moins en moins de jeunes qui lisent. Moi, j'ai des potes qui ne lisent absolument pas et qui font c'est pas une obsession, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Et je le vois aussi. Alors, je connais d'autres gens qui lisent beaucoup, hein. Mais pour moi, il y a de moins en moins, hein, par rapport à il y a 20 ans, par exemple, de moins en moins de gens qui lisent, ou en tout cas qui sont moins attirés par la littérature, ou la littérature, disons, même pas intellectuelle, mais un peu construite, quoi. Pas du Harry Potter ou de la lecture de jeunesse, quoi. Tu veux y aller? Tu veux que j'y aille? On a une vision de la littérature par rapport à l'école souvent, donc des profs qui vont nous dégoûter de la lecture parce qu'ils vont faire des interprétations un peu pompeuses, etc. Des livres qui vont pas forcément intéresser la classe et malheureusement c'est les œuvres qui sont au programme, donc les profs n'ont pas le choix, c'est pas du tout leur faute. Donc on a cette vision. On entre à l'école, on nous met des livres dans les mains qu'on n'a pas forcément à la maison, donc forcément on va trouver ça très long, très difficile à comprendre, très dur à lire. On nous oblige aussi, obliger quelqu'un à lire quelque chose, c'est comme obliger quelqu'un à faire le repassage ou je sais quoi. On n'a pas envie en fait. Donc moi je pense qu'il faut que les jeunes ils aient le déclic en fait d'un livre qui va les pousser à lire énormément. Et justement avec YouTube, avec Instagram, c'est ça en fait, c'est les jeunes sont sur les réseaux sociaux, vont regarder un bouquin, ils vont être influencés, ils vont l'acheter, ils vont le lire. Et souvent c'est un peu la révélation de finalement il n'y a pas que les classiques, il y a aussi plein d'autres genres, il y a plein d'autres styles. Tous les livres qu'il y a en bibliothèque, il y en a forcément un en fait qui va nous plaire et qui va nous donner ce truc de la lecture. Oui, c'est ça en fait, le message c'est vraiment, il faut trouver à n'importe quel jeune son genre littéraire, Exactement. son style de lecture. Et ce qu'on voit aussi, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui lisent des mangas. Oui, exactement. Et finalement, on ne prend pas trop en compte ça dans le livre, alors que c'est clairement de la lecture aussi. Ah, puis bah, c'est c'est une ça, oui. initiation, ça leur permet justement de commencer à lire, à s'intéresser aux livres, au papier, à l'écriture. Et des fois, après, ça peut les amener sur des romans ou autres. Donc oui, puis il y a des styles de lecture pour tout le monde. Mais je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un sentiment de manque de légitimité de la part des jeunes où ils se disent lire c'est pas mon truc parce que direct on pense à Marcel Proust ou à Victor Hugo. Là où on se dit non, genre la littérature c'est tout et du manga c'est de la littérature. Et je pense que dès lors où on arrêtera peut-être de hiérarchiser peut-être les différentes littératures et de se dire que n'importe quel livre c'est de la littérature, peut-être que les jeunes se sentiront plus légitimes à se dire c'est pas parce que j'ai lu que du Junji Ito ou du One Piece que je peux pas lire en fait des œuvres plus grandes. Et donc je pense qu'il y a une espèce de peur de se dire je peux pas lire, c'est trop gros, je vais rien comprendre, alors qu'au final non, il suffit juste de se dire je suis légitime, je peux y aller. Et je trouve que, mine de rien, ces derniers temps, la littérature reprend quand même le dessus. Ah ben ça, je dis pas le contraire, mais parce qu'il y a de la littérature plus accessible aussi. Oui, voilà. Comme Mais quand on je voit le prenais Harry mouvement Potter, BookTok, mais- je trouve que c'est hyper cool de voir que ça prend tant de proportions et qu'en librairie, il y a des livres qui sont vendus grâce à TikTok. Enfin, Ouais.
c'est hyper cool, quoi. Mais justement, ce clivage, cette barrière entre la littérature classique et on va dire un art intellectuel comparé à la BD, ou le théâtre est plus intellectuel que le cinéma, ou le jazz est plus intellectuel que la pop par exemple, cette barrière-là, vous pensez qu'elle va se casser de quelle manière à un moment donné ? À quel moment la BD, le comics sera pour les intellectuels quelque chose de convenable à lire, quoi, à un moment donné ? Je pense que ça interviendra. Déjà, je trouve que ça commence à le faire grâce à tous les vulgarisateurs et les vulgarisatrices. Enfin, je pense à des créateurs comme Jeannot Ce Livre qui est sur YouTube et qui parle énormément de littérature classique, mais elle en parle avec des mots très simples, très actuels, et avec beaucoup d'humour. Et c'est vrai qu'elle m'a donné envie de lire des œuvres qui, pour moi, me paraissaient très très peu accessibles. Et donc je pense qu'il y a ce truc de vulgariser l'œuvre, de la rendre plus accessible. Et je pense que les œuvres anciennes, dès lors qu'on s'en empare et qu'on les fait rentrer dans la pop culture, il y a un espèce de truc où on se dit « Ah ouais, j'ai vu des références à tel livre dans tel film, je sais pas, de chez Marvel. » Et peut-être qu'on va se dire « Ah ben, ça me donne peut-être envie d'aller voir, quoi. » Et pour prendre un exemple de classique de la littérature qui est complètement revenu à la mode, c'est les Jane Austen. Et tout simplement, par exemple, Anna Todd qui en parle dans After, ça a fait un gros boom de Orgueil et Préjugés, alors que c'est pas du tout dans le même registre et on est sur vraiment une romance pure et dure, très cliché. Et finalement, ça a donné. Et je crois que le personnage parle aussi d'Éo Durlevent. C'est pas du tout un bouquin que je lirais comme ça si j'en avais pas entendu parler dans ce bouquin-là. Mais bon. Donc vulgariser. Et le fait d'en parler aussi sur les réseaux sociaux et surtout des réseaux sociaux plutôt typés pour les jeunes, TikTok, c'était aussi important ou c'était juste parce que c'était la plateforme la plus ouverte et accessible, on va dire, quoi ? C'est facile à... Enfin, je veux dire, TikTok, ça met tout en œuvre pour nous faciliter la vie. On a le montage, on a les musiques, on a notre communauté avec l'algorithme qui revient tout le temps. Donc, en fait, TikTok sait qu'on est sur le BookTok, donc va mettre en avant nos vidéos. Ensuite, sur Instagram, c'est aussi très simple maintenant avec les stories et tout ça. En fait, c'est facile de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux autour du bouquin. Donc... je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je te rejoins carrément. Et puis je pense qu'il y a une histoire aussi de génération. On en parlait tout à l'heure. Il y a quelques années, on en parlait via les blogs. Ensuite, ça a été YouTube. Là, on est sur des formats un petit peu plus courts avec TikTok et Insta. Et je pense que dans une dizaine d'années, on continuera de créer du contenu et de parler littérature ou jeux vidéo ou plein d'autres choses d'une autre manière, quoi. C'est un truc qui se transforme de manière perpétuelle. Ok. Et sur vos réseaux, sur vos vidéos et tout, est-ce que des featuring par exemple avec pas forcément des personnalités connues, mais je sais que par exemple c'était Nexus 6 qui l'avait fait, qui a une émission où il parle de bouquins. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi d'apparaître ou de faire apparaître aussi sur vos réseaux des personnalités qui sont peut-être plus connues ou qui ne sont pas forcément des gens qui parlent de littérature en général? Ça vous intéresserait, ça? Ah ouais. Bah oui, pourquoi pas, hein. Après, le faire en format YouTube, ça peut être plus simple puisque on a plus d'espace, on va dire, pour le montage, pour discuter, etc. Parce que sur TikTok, ça reste un format qui est court et les gens, ils ont une consommation vraiment très rapide. Donc, je sais pas si on arrive à les garder pour, par exemple, je sais pas, si on veut faire une interview ou je sais pas, un jeu avec eux, ça risque d'être un peu long. Mais par exemple, il y a des vidéos featuring comme ça avec Audrey, elle en a fait une pour son jeu, où elle pose des questions du coup sur la littérature parce qu'elle a sorti un petit jeu avec des cartes où on se pose des questions autour de la littérature jeunesse et young adulte. Et elle a fait une vidéo où elles sont 4 booktubeuses, pas forcément le même nombre d'abonnés, etc. Mais entre guillemets, on s'en fiche, elles sont copines, on va dire. Et en fait, c'est super intéressant, c'est super drôle. Donc même moi, j'aimerais participer à une vidéo et rigoler avec elles. En fait, ça donne envie de discuter avec elles. Donc ouais, ça serait plutôt sympa de faire ça, je pense. Et puis je pense que c'est toujours aussi une bonne manière d'amener la littérature dans d'autres milieux. Si demain on se retrouve, comme ici, quand même dans une convention où on parle avant tout du Japon, de manga, c'est aussi peut-être l'occasion d'apporter d'autres styles de littérature et de venir tout mélanger pour que les gens s'intéressent à tout, quoi. Et le fait de critiquer aussi, Oui. parler de littérature et de donner son avis aussi, est-ce que ça vous donne à un moment donné assez de légitimité pour écrire un bouquin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie ou pas? Alors, j'ai jamais eu envie d'écrire un bouquin, je crois.
Enfin, Ah ouais je suis vraiment. En fait, j'ai des histoires en tête, etc., comme tout lecteur, je pense, mais pas du tout envie de publier ou de le rendre public. Ah ouais. Vraiment, je garde ça pour moi. Et non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Après, je sais pas s'il y a vraiment une légitimité à être écrivain, sachant que c'est un talent, un art comme un autre. C'est comme un peintre, il a pas besoin de connaître vraiment Oui. les peintures des autres pour être peintre. Un écrivain, je pense que c'est la même chose. Non, mais dans le sens où, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, tu critiques la littérature, tu critiques le cinéma, t'as qu'à écrire un livre ou faire un film, quoi, à un moment donné. Mais c'est aussi inversement le fait de juger une œuvre et du coup d'emmagasiner suffisamment de lecture pour à un moment donné se dire bah, j'ai toutes les cartes en main pour me dire que je peux faire le meilleur banger du monde en termes de littérature. Bah, je pense que, par exemple, c'est des questions que je me suis posées là, vu que je suis en train de bosser sur un ouvrage. C'est vrai que je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Là où c'est important, c'est de savoir trier ses idées et de se dire qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce que j'apporte via mon livre, est-ce que j'apporte un nouveau regard sur tel sujet, est-ce que j'ai un message à délivrer, quel type de message j'ai à délivrer, parce qu'en ce moment, dans la culture, on fait quand même face à des idées plus ou moins bonnes ou plus ou moins nauséabondes. Ouais. Mais oui, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions quand on écrit un livre sur l'impact que peut avoir le livre et sur ce qu'on a à dire et à apporter. Mais je pense que oui, tout le monde est légitime pour écrire, comme tout le monde est légitime pour dessiner. Et justement, du coup, le fait de toi maintenant écrire, est-ce que ça a changé un petit peu ta façon de travailler, ta façon de voir les livres et de voir un petit peu, de dire ah oui, en fait, c'est vrai que là, il y a une œuvre. Ah ouais, ça demande quand même pas mal de boulot, pas mal d'investigation, de recherche. On prend conscience que ça se fait pas du jour au lendemain, que derrière il y a l'éditeur qui est là aussi pour nous aider, pour nous guider. Parfois, il faut faire la part des choses entre nos idées, ce qu'on a envie de faire et ce qui est vendeur, parce que ça reste quand même une industrie où on veut vendre. Donc parfois, il faut aussi se dire faut rajouter le petit truc qui va donner envie aux gens d'acheter. Donc ouais, c'est quand même beaucoup de travail. On voit aussi les coulisses, la diffusion, la distribution. Donc ouais, c'est intéressant, mais on prend conscience de certaines choses. Et je pense que aussi, c'est un truc qui m'est pas mal venu. C'est quand on l'écrit et qu'on prend conscience que ça va être publié et disponible en librairie. Je me dis ouais, moi ça fait 5 ans que je parle de bouquins sur YouTube et je démonte jamais un livre gratuitement, mais des fois on dit ce livre j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça mauvais. Et c'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire sur le mien, j'ai peur. Est-ce qu'il y en a qui vont dire la même chose Est-ce que j'aurai une chronique assassine Ça fait peur, mais c'est le jeu, quoi. Après, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde à un moment ou à un autre. Et puis tant que les critiques restent constructives, c'est ok, c'est quoi. exactement ça. Il faut apprendre à les encaisser. Ah, tout à fait. Et du coup, alors une question un petit peu qui a rien à voir. S'il y a un univers dans lequel vous aimeriez vivre, ce serait lequel ? Ouais, c'est dur. Il y en a tellement. La question piège. Je l'ai. Ah. Vas-y. Je dirais l'univers du Disque Monde de Terry Pratchett. Parce que c'est un univers de fantasy hyper décalé, qui n'a pas de sens, qui est vraiment très drôle. Et on retrouve tous les clichés de la fantasy avec pas mal de questions d'actualité derrière. Et donc je pense que c'est un monde où on doit pas mal rigoler. Et ouais, je pense que je prends. J'aime beaucoup certains univers dans lesquels je ne voudrais absolument pas vivre parce que je risque de mourir dans la minute. Mais un monde où peut-être on pourrait vivre plutôt en paix s'il n'y avait pas les guerres, c'est le monde de Narnia. Parce que il y a des animaux qui parlent, c'est trop bien. Il y a des princes, il y a des dragons, il y a tout ce que tu veux dans un bon univers de fantasy. Donc pourquoi pas Narnia ? Peut-être que j'aurai ma chance de vivre un peu longtemps. Alors ça dépend à quelle période du coup. Oui. Ok. T'as une chaîne Twitch, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne Twitch ? Sur Twitch, moi, donc comme je disais, tous les mardis soirs, on parle littérature, donc souvent je parle de nouvelles sorties, on parle des derniers livres qu'on a lus parce que j'anime un club de lecture, donc on parle aussi des lectures en cours. Et puis parfois on fait un peu de gaming, parce que les livres c'est bien, mais les jeux vidéo c'est quand même pas mal non plus. C'est pour pouvoir avoir aussi une interaction avec la communauté. Là, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez un stand où vous faites des dédicaces, mais aussi rencontrer la communauté, c'est quelque chose d'important pour vous ? J'ai pas bien compris. Rencontrer votre communauté, c'est quelque chose d'important pour vous aussi ? Moi, j'adore rencontrer ma communauté. Pendant les chasses aux livres, par exemple, qu'on organise avec les maisons d'édition. Après, je fais pas de dédicaces normalement.
Donc j'ai pas encore eu l'opportunité de faire ça, donc je vais voir aujourd'hui comment ça se passe. Mais les rencontrer sur les salons du livre comme à Montreuil, j'adore y aller, j'adore rencontrer tout le monde. Enfin, c'est vraiment un plaisir. À chaque fois, ils sont tous très gentils avec moi, ils veulent pas forcément de photos ni rien, juste discuter de livres en fait, entre nous. Voilà. Et puis en même temps, ça instaure une sorte de confiance aussi entre nous. C'est que je leur recommande des bouquins que j'ai aimés, eux ils les aiment en retour, donc ils savent qu'on a à peu près les mêmes goûts. Enfin voilà. C'est quoi la prochaine œuvre là sur laquelle vous êtes en train de travailler pour vos réseaux? Je ne sais pas. Vu que je suis très pris par les livres, en ce moment j'ai du retard dans les vidéos, mais j'aimerais bien bosser sur un gros projet de vidéo, mais plutôt pour la fin d'année. J'aimerais bien essayer de trouver d'ailleurs des moyens pour pouvoir la réaliser, parce que, et ça c'est important je pense de le dire à tous les jeunes créateurs, créatrices qui peut-être nous regardent là, si vous avez des idées de vidéos que vous trouvez cool, mais vous avez peur de ne pas avoir les moyens de les mettre en place, il y a plein de bourses en France pour aider tous les créateurs et les créatrices. Ah ouais. Et par exemple, il y a la bourse, c'est le CNC Talent, qui peut délivrer jusqu'à 30 000 € par projet. Et en vrai, c'est pas très compliqué. Ouais. Il suffit de faire un dossier, un budget, montrer qu'on a des idées. Et derrière, on peut récupérer un petit peu d'argent pour concrétiser des gros projets de vidéo. Donc, j'aimerais bien bosser sur la fin d'année sur un gros projet que j'aimerais faire autour de qu'est-ce qui a fait. Alors, ça serait une vidéo un peu personnelle, mais qu'est-ce qui a fait dans ma vie que j'aime autant les livres. Et j'aimerais bien faire un truc avec des belles images, une jolie voix off, un peu de sound design. Et donc, tout de suite, c'est des projets qui prennent un peu plus de temps. Et c'est pour ça que les bourses sont là. Donc voilà, tous les gens qui ont des gros projets, faites appel à des bourses, parce qu'en France, la culture est encore valorisée pour l'instant. Donc allez-y. Est-ce que je peux vous demander un défi? C'est de faire une vidéo sur le Père Goriot de Honoré de Balzac et de rendre ça intéressant, s'il vous plaît. Alors j'ai fait une vidéo, mais pas sur le Père Goriot, sur j'ai fait un top 3 je crois des livres classiques que j'ai lus en cours, que j'ai bien aimés. Ah ouais? Et j'ai fait par exemple sur La planète des singes de Pierre Boulle, Ah oui, ça ouais. parce que ça peut être un peu rédhibitoire pour certains, alors que c'est très bien. J'ai parlé aussi de... c'était quoi? Oh, j'avais fait un top, mais de classiques, et en fait les gens m'ont dit ah bah finalement j'ai découvert ça et c'était bien quoi. Donc c'est Tess d'Urberville dont j'avais parlé. Donc roman très long dans l'Angleterre ancienne, c'est un peu horrible et il y a beaucoup de descriptions, c'est un pavé. Donc ça donne pas envie comme ça de première abord. Même moi quand je l'ai vu en cours, je me suis dit ah non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et en fait c'est trop bien. Ah ouais. Il y a plein de rebondissements au niveau des sujets autour du féminisme, etc. C'est très intéressant aussi. Donc franchement voilà, si vous voulez lire un classique, Tess d'Urberville c'est bien. Bon c'est triste hein, mais... Spoil la fin. Est-ce qu'on fait le jeu? Test. Le jeu, ouais. On va faire un petit jeu. Mais jeu sans forcément avoir de bonnes ou de mauvaises réponses. Hein. Ça va être beaucoup de l'interprétation. Mais en gros, on a fait un test de Rocherard. Et on aimerait juste vous demander quelle inspiration ça vous donne. C'est ça, donc on va vous faire une petite analyse psychologique, parce qu'on sait que les écrivains, les auteurs sont un petit peu torturés généralement, surtout après des grosses lectures un petit peu bizarres, notamment horreur, thriller, bon, on ne lit pas beaucoup, mais on se dit des fois, faut être un petit peu barré dans sa tête quand même pour écrire ce genre de choses. Donc on va jouer les psychologues, on va vous proposer donc là, alors soit sur celui-ci, sur cet écran-là, un petit test de Rorschach, et vous allez dire qu'est-ce que ça vous inspire. C'est un vrai test. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Qu'est-ce qui, au premier regard? Et par rapport à nos réponses, vous allez nous dire quel type de lecteur on est? Il y aura forcément un rapport avec les mamans de chacun, mais... Est-ce que vous êtes des créateurs de contenu tourmentés? C'est ça. Non. Tu vois quoi toi? Bah alors, moi je vois pas un motif unique, je vois quand même un motif doublé, mais j'ai l'impression de voir une nana, genre un peu une nonne, qui est sur un ordi. Mais vous savez, genre les ordis, genre comme dans Matrix, où il y a des écrans devant et au-dessus. Oui, je sais pas si d'accord. vous voyez, Je vois genre on dirait qu'elle est comme ça sur son ordi. Oui.
D'accord, ok. Mais tu restes très tourmenté tout de même. hein. Ouais, là, un côté religion consulter, je mélangé avec. pense. En vrai, ça peut peut-être faire une super histoire. Hein, tu vois, Ah, une j'avoue. nonne qui va Une rentrer nonne dans la matrice. Moi, je sais pas, je vois un peu des hélicoptères en haut, vous savez, les feuilles de chêne là, qui tournicotent Ah, oui, peut-être oui. de chaque côté. Et après, ouais, en dessous, je vois du coup les deux femmes un peu en parallèle, avec le rond au milieu, ça fait un visage et la robe. Et je sais pas, elle écrit sur une sorte de champignon, j'en sais rien. Et après, le reste, je sais pas. Hein. Et ben voilà, le défi c'est d'écrire une nouvelle par rapport à ce que vous avez vu. Donc une nonne qui va rentrer dans une matrice avec un hélicoptère. Ouais, non mais c'est ça. Ok. Supercopter Oui, version. Et le titre c'est J'ai pris de la drogue. Je pense qu'on peut pitcher ça chez un bon éditeur. Si tu veux qu'on travaille ensemble. Ah bah ouais, là, on va faire un roman à 4 mains, ça va être incroyable. Je suis pas sûre qu'on vende ça se beaucoup. fait, Hein. ça se fait très très bien. Et bah super, merci beaucoup en tout cas Merci. d'être venu Mais nous de voir. rien, merci. Donc on peut vous retrouver sur donc toi c'est plutôt YouTube et Twitch. et Twitch. Twitch. Et toi, moi, c'est Instagram et TikTok surtout. Et Ok. un petit peu YouTube. et toi donc c'est Cornelius avec un 8 quelque part. Oui, c'est Cornelius avec un 8 à la place du E. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Et moi, c'est lectrice à plein temps, Lectrice à avec plein des tirés et sans accent sur le A. Et est-ce qu'on peut te fournir nos écrits pour que tu fasses une critique dessus ou pas? Oh là là, mais Axel. Quoi, j'essaye de me placer, c'est ça? Bah Bah écoute, oui, on fait ce bah, qu'on mais bien peut, sûr. on réseaute. Hein. Là, en ce moment, c'est compliqué. J'avoue, je Il y croule. a la rentrée littéraire qui approche. Je quitte, il y a je évidemment, quitte on la va scène lire, tout de là. suite. Il y c'est a bon. le prix Goncourt, Axel Douglas. Ouais, je suis sûr que je peux Non. me placer quelque part. Hein. En plus, je critique pas le prix Goncourt, moi. J'ai jamais lu un prix Goncourt, non je plus, crois. moi non plus. Vraiment. Ah ouais. Bah c'est Non. bon, alors tu peux lire le mien. Pas de souci. Et bah super, Merci beaucoup. beaucoup. Bah, Bonne de rien, convention merci à à vous. vous. Unbelievable. Alors, notre prochain invité, Todalf. Et oui, ça va donc être Axel Witzke et David Tenet, qu'on espère voir tout de suite. Alors, je ne sais pas si... Je les vois pas en tout cas. hein. Mais ça va Je arriver. vois des gens qui se déplacent, donc je pense qu'ils arrivent. Si, je vois Axel. Et David, normalement, est dans le coin. Donc ça ne devrait vraiment pas tarder. J'espère que vous avez aimé cette première partie du panel. Ouais, avec très des cool. influenceurs littéraires. Bah ouais. Donc c'est une autre façon de voir un peu les réseaux aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Très intéressant. Et puis en plus, ça ouvre le panel pas aux créateurs de littérature, enfin aux auteurs, mais vraiment à tout plein de gens. Et donc du coup, c'est bien aussi de voir ceux qui... J'utilise le terme critiquer, mais en fait critiquer, c'est pas si Bah, une péjoratif critique, que ça. non, hein. non, une critique, ça peut être négatif comme positif en C'est fait. ça, ouais. Il y en a Il y a un qui Axel là-bas, ouais. est là. Et il y a David. Bah oui, donc c'est pour ça, moi, souvent, moi, c'est ce que je dis. Quoi. Moi, je suis très axé sur la critique, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il faut qu'elle soit constructive, pas forcément toujours que négative pour planter un petit peu l'auteur juste parce qu'on ne l'aime pas. Quoi. Oui. Donc il y a un moment, il faut aussi s'ouvrir à ça. Quoi. Allez Axel, tu peux Salut. venir. Il est venu avec un de ses livres. Ah bah oui. Tu peux le présenter Il y à a tout la intérêt. caméra. Je m'assois déjà. Oui, oui, et puis n'hésite pas à régler le micro pour pouvoir parler correctement et le manger. Le manger. Miam, miam. Et je ne sais pas si on attend David, qu'il ne devrait pas tarder, je Non. vous jure. Je vous jure que ça va pas tarder. Alors, est-ce que tu peux montrer du coup ton Ouais, livre déjà. à la caméra? Et la régie va nous faire un super Mais zoom. oui. Ils vont zoomer dessus là, voilà, parfait. Waouh. Attention, la caméra, elle va rentrer dans le livre. Donc l'aigle et le Coteau. coteau. L'aigle et le coteau. Et le coteau. C'est l'un des 7 romans que j'ai écrits, donc j'ai pas amené toute la bibliothèque tout de même. Oh, ça peut, on est prêt. Ah bah oui, on est prêt. Alors que David nous rejoint. Bonjour, Bonjour. Et bonjour. installe-toi, règle ton micro et mange-le. Alors les gars, est-ce que vous pouvez éventuellement présenter un petit peu ce que vous faites rapidement? Bon, rapidement. Oui, Je vais commencer. Alors, moi, je m'appelle Axel Witzke, je suis auteur de romances et de fantasy japonisante. J'ai écrit environ 7 romans, quelques nouvelles.
J'ai habité pendant 7 ans au Japon. C'est clairement ça qui m'a inspiré. À la base, je suis architecte, mais j'ai aussi fait pas mal de choses au Japon, comme guide touristique, mannequin. Et puis j'ai travaillé aussi pas mal dans le marketing. Voilà. Ok. Merci. David? Oui, alors en fait, je suis un ancien journaliste de jeux vidéo. Pour les plus anciens, j'ai démarré à Tilt, pour ceux à qui ça parle. Et puis, comme beaucoup d'anciens journalistes, je me suis dirigé vers le livre de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, je suis éditeur de livres de jeux vidéo. Mais comme j'en fais pas beaucoup, j'ai la chance sur les salons de faire des librairies de livres de jeux vidéo sur mesure, spécialement pour le salon. Donc on est un petit peu plus loin là-bas. Et dans les livres que j'édite, alors j'ai fait plusieurs choses, notamment des guides pratiques au départ, un annuaire de professionnels, un guide des jeux collectifs, fait avec plusieurs journalistes de jeux vidéo. Et puis je me suis lancé dans des romans de jeux vidéo, en demandant à des auteurs d'écrire des histoires dans l'univers des jeux vidéo pour inciter les jeunes joueurs qui jouent beaucoup, mais qui lisent pas toujours beaucoup, à avoir le goût de la lecture. Donc on a commencé avec des romans sur Minecraft ou encore sur Fortnite, qui sont sortis il y a quelques années. Et le dernier qu'on a sorti, c'est dans l'univers de Fortnite, et c'est un ancien journaliste de Player One, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Stéphane Pilet. C'est Genius, que vous connaissez peut-être aussi, qui a fait la préface. Et parce qu'il faut savoir aussi que je suis l'éditeur de Marcus pour son deuxième tome du comics L'Intrépide. Eh oui. Voilà. Donc tout ce petit monde, on se connaît depuis très très longtemps. Donc quand ils ont envie de faire des livres, je suis là pour les éditer. Et moi, j'aimerais rebondir avec ce que tu as dit justement sur l'ouverture de la littérature à un public qui n'est pas trop dans ce délire-là. Axel aussi, je suppose que tu t'adaptes aussi au public potentiel que tu peux avoir. Comment vous faites justement pour attirer, endoctriner, on peut le dire, les jeunes à la littérature? C'est quoi l'hameçon qui va les amener à poursuivre la lecture? Alors mon idée, c'est que j'avais constaté, en fait, il y a eu 2 déclics. Le premier, c'est qu'il y a très longtemps, est sorti en 97 un roman qui s'appelle No Pasaran, qui est pour moi un des premiers romans qui mêle le jeu vidéo. C'est 3 garçons qui achètent un jeu sur disquette à Londres. Il va leur arriver des trucs incroyables. Et quand j'ai lu ça, j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis dit, un jour, je publierai des livres comme ça parce que ça donne envie de lire autre chose derrière. Le deuxième déclic, c'est quand mon fils a lu un livre de Michael Morpurgo, qui est un auteur britannique, qui a écrit plein de livres, notamment mis en scène par Spielberg. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Roi Arthur, quand le Roi Arthur avait 10 ans. Et mon fils s'identifie au Roi Arthur en disant, j'ai 10 ans, le Roi Arthur, c'est moi. Donc je me suis dit que si on écrivait des histoires où les enfants pouvaient s'identifier, eh bien ça les intéresserait et ils auraient envie de plus. Et c'est ce qui s'est passé avec le roman Minecraft. Un petit garçon de 12 ans qui part avec son papa creuser une mine de diamants. Est-ce qu'il reverra sa maman? Est-ce qu'il reverra ses copains? Est-ce qu'il peut faire confiance à ses nouveaux amis? Il se pose plein de questions. Pour l'anecdote, il s'appelle Esteban, comme ça rappelle aux plus vieux les cités d'or. Et puis effectivement, des mamans viennent me dire grâce à vous, mon enfant a lu ce livre et il m'en demande d'autres. Alors il existe d'autres romans de jeux vidéo. Il y en a, c'est naissant, hein, mais il y en a sur Animal Crossing, il y en a sur Zelda, il y en a sur Kirby. Beaucoup sur Minecraft, effectivement, parce que c'est vraiment le premier jeu sur lequel ça s'est sorti. Et il y en a qui commencent à sortir sur pas sur des licences, pas sur des marques, mais sur des jeux originaux. Et donc là, il faut être quelqu'un qui est demandeur. On va après l'orienter vers un livre comme No Pasaran ou un autre. Ouais. Et puis petit à petit, il va avoir envie d'autres aventures qui ne sont pas forcément liées aux jeux vidéo. Ouais, donc pour toi, c'est la porte d'entrée, c'est plutôt ce côté-là de la pop culture. Et pour toi, Axel, du coup, est-ce que tu adaptes un peu ton écriture sur des lecteurs qui sont juste des lecteurs intermédiaires, quoi? Alors, personnellement, j'essaie déjà d'écrire ce qui me plaît. Ouais. Vraiment, j'ai découvert tellement de choses passionnantes au Japon. Je pense que c'est assez universel, ce dont je peux parler. J'essaie que ce qui m'a touché, ce qui a fait vibrer une corde sensible en moi, j'essaie de le retranscrire et de le partager en même temps que je partage mon amour pour le Japon. Mais bien sûr, si je dois penser vraiment à m'adapter, j'ai remarqué que certains jeunes adorent lire le manga. J'adore aussi, franchement, c'est bien. Je traduis des mangas, donc c'est très cool. Mais lire un manga et lire un roman, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Ça peut être intimidant pour beaucoup de jeunes.
ou même de moins jeunes qui ont l'habitude de lire de la BD, plus de manga. Donc moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui se rapproche du light novel japonais, vraiment entre le roman et le manga. Donc L'éveil des Mononoke, qui est mon premier roman publié, ressemblerait justement à un light novel. Et effectivement, je remarque que j'ai beaucoup de lecteurs de manga, j'ai beaucoup de parents qui viennent m'acheter ce roman pour faire lire leurs jeunes. Bah, c'est ça, et puis en fait les récits de voyage aussi c'est quelque chose qui attire et là on le voit de toute façon à la Japan Tour Festival que la culture japonaise est hyper présente chez les jeunes et en fait même chez le public français quoi. Donc en fait finalement les romans que tu peux écrire sur toute cette culture japonaise et même sur ton récit de voyage, forcément ça peut attirer des gens quoi à un moment donné. Alors vraiment pour avoir une bonne anecdote, en décembre j'ai guidé un couple de lecteurs qui avaient lu ma trilogie sur le Japon réaliste contemporain. Ils ont adoré les visites, les voyages que je listais dans ce roman. C'est une romance épistolaire, donc dans chaque lettre, vous découvrez un nouvel endroit à Tokyo, au Japon. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de les guider pour leur lune de miel pendant 3 semaines au Japon pour refaire la trilogie. Donc en fait, j'ai déjà adapté mon roman. Putain, ça c'est stylé ça, j'avoue. Moi, j'avoue, on n'a pas tous ce genre d'anecdote. Là, pour le coup. Et est-ce que vous êtes confronté un petit peu au dilemme de tout écrivain, qui est le fameux syndrome de la page blanche? Est-ce que ça vous arrive? Bah, si je dois commencer, un petit peu. Ah oui, un petit peu quand même. Un tout petit peu, c'est, je dirais, relativement récent. C'est pas exactement le syndrome de la page blanche, c'est surtout, je veux absolument produire quelque chose qui soit à la hauteur, pas forcément à la hauteur des attentes de mes lecteurs, mais je ne veux pas en fait les rapser, je veux leur offrir le meilleur de moi-même. Je pense qu'ils le valent. Alors c'est peut-être difficile parfois de se dire c'est bon, ça c'est à la hauteur, ça suffit. Voilà. Donc, là oui effectivement c'est un petit peu difficile. Mais quand on commence à se faire confiance et qu'on est bien lancé, je pense que non, la page blanche, on a largement assez d'idées. C'est vrai. Et toi David? Les auteurs avec qui je travaille, j'ai la chance qu'apparemment ils ne sont pas confrontés à ce problème, ils sont plutôt prolifiques, mais ils ont des façons de travailler très différentes. Par exemple, je vais avoir une auteure qui est très à l'aise avec l'écriture, mais moins avec le jeu, même si elle est joueuse. Donc elle doit se mettre dans la peau vraiment du joueur-lecteur. Et puis je vais en avoir d'autres qui sont très bons joueurs et qui sont moins à l'aise à l'écriture ou qui ont plus tendance à écrire comme ils parlent. Et avec qui il va y avoir un travail de réécriture, mais surtout de fluidité à faire. Ouais. Donc c'est plus un travail sur une base déjà écrite. On n'a pas eu ce problème de page blanche, mais j'ai envie de dire, comme on a aussi tous envie que ce soit de la qualité, moi je les encourage à jeter des premiers jets, des deuxièmes jets, des troisièmes jets, comme ça vient, et je préfère qu'on remanie un texte et qu'on l'affine comme on polit un diamant, plutôt que de vouloir, et je dis pas du tout que c'est ton cas, mais plutôt que de vouloir écrire parfaitement au fur et à mesure, parce que je pense que ça peut être bloquant. Moi quand j'étais journaliste, j'avais tendance à faire ça au départ, à vouloir écrire bien dès le départ, et je me suis rendu compte qu'il vaut mieux laisser venir et remanier. Parce qu'en fait le texte parfait du premier coup ça n'existe pas. Et puis en plus c'est vrai que, alors après ça dépend combien de temps on met à écrire une œuvre, mais c'est vrai que si on commence à écrire bien le premier chapitre et qu'on arrive au 50e et qu'on relit le premier, on se dit finalement c'était pas si bien, j'ai quand même pas mal évolué depuis, donc finalement on revient, on recommence, c'est interminable donc il vaut mieux faire un premier jet. Il y en a beaucoup d'auteurs qui font ça. Alors après il y a quand même deux méthodes parmi celles-là. Il y a ceux qui vont laisser parler leur inspiration et ceux qui vont quand même se faire un plan d'abord et qui vont suivre le plan de manière très méthodique. Moi, j'ai rien contre... toutes les méthodes sont bonnes, évidemment, qu'on arrive à terminer le bouquin. En effet, on dit plutôt qu'il y a un auteur plutôt architecte et l'autre jardinier, c'est un peu les termes qui sont employés. Et du coup, toi, Axel, t'es plutôt quoi? T'es plutôt jardinier, tu laisses les idées mûrir au fur et à mesure que tu écris, ou plutôt vraiment structuré? Alors, architecte de formation, donc... Oui, forcément. Architecte totalement, ouais. Ouais, donc là, toi, quand tu commences à écrire, c'est bon, tu sais déjà le personnage, qui il est, où est-ce qu'il va, tu sais qui il va rencontrer. Alors, moi, je structure vraiment, chaque chapitre, j'ai une structuration que le lecteur ne va pas voir, mais que moi, je suis. Et ensuite,
ma petite technique, c'est sur un post-it par chapitre, je note vraiment par action avec des petits slash. Donc je sais globalement par où je vais passer. Et effectivement, c'est là où je laisse ma plume s'exprimer durant le chapitre. C'est souvent trop long, mais je suis totalement d'accord. Moi, j'écris un premier jet d'abord, je termine tout. Et ensuite seulement, je décide de reprendre. Parce que c'est plus facile de polir un diamant qui existe déjà, qui est brut, que d'essayer de structurer un cristal magnifique dès le départ. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Ok. Je suis complètement d'accord, pardon, et du fait que moi je n'écris plus mais que j'édite, donc ça veut dire je corrige aussi, je relis, je conseille pour la cohérence, le fil conducteur, etc. J'encourage vraiment à faire comme ça parce que c'est plus facile pour nous d'avoir un... souvent on me dit mais j'ai pas fini, il reste des fautes et tout. Je dis mais déjà que je me rende compte, que je m'imprègne, que je vois par rapport à l'histoire, ça soit plus facile pour moi. Et donc maintenant j'exige aussi des auteurs dès le départ un plan, même pas forcément détaillé, mais une base, un peu les chapitres. Il dit mais ça va beaucoup bouger, mais c'est pas grave. C'est que moi après je sais où je mets les pieds, ce qui me permet de dire tu vois le chapitre 32 je mettrai plutôt en 23 pour telle et telle raison. Et c'est m'est arrivé que l'auteur me dise ah bon, je me rends pas compte, fais comme tu veux, je te fais confiance. Et je me suis rendu compte c'est que j'avais ce recul parce que j'avais déjà réfléchi en amont au fil conducteur. Et effectivement, après, à la relecture, les relecteurs m'ont dit c'est super fluide, c'est cohérent, ça va dans le bon sens. Donc l'auteur, des fois, il rechigne un peu à me faire ce plan, puis après, il finit par lâcher en me disant, en se rendant compte que finalement, c'est dans son intérêt. Je vais dans son sens, c'est pas pour l'embêter en fait. Et pour toi, c'est pas un peu frustrant aujourd'hui d'être justement que éditeur et de pas pouvoir écrire? Est-ce que t'as pas un moment de te dire, allez, j'ai envie d'écrire là? En fait, non, parce que moi, j'étais pas auteur, mais journaliste. Et ce qui me plaisait dans le journalisme, alors j'avais des facilités à écrire, mais paradoxalement, c'était pas écrire qui me plaisait. Moi, j'étais un spécialiste de l'interview. Donc, c'était interviewer, poser des questions. Quand je faisais des reportages, c'était enquêter, c'était être le premier à savoir les choses avant les autres. Donc, l'écriture, pour moi, c'était un peu les 10 derniers pourcents et qui fallait le faire pour rendre le texte, sinon tu n'avais rien. Alors que j'avais fait les 3/4 du boulot. Mais comme j'avais des facilités, j'aimais pas tellement ça, mais j'avais des facilités. On me reprenait pas trop mon texte, donc il y avait tu vois, c'était fallait le faire. Et puis avec le temps, j'ai appris à aimer le texte, l'écriture, plus le texte des autres que le mien d'ailleurs. Mais je suis content à la fin quand on a fait ensemble un travail de fluidification, si on peut utiliser ce terme, de fluidité, je sais pas comment on pourrait dire, mais qui fait qu'on dit, moi j'ai des clients, des lecteurs sur les salons qui disent j'ai lu le livre que je vous ai acheté. J'ai lu d'une traite, c'est super bien écrit, on le lit, ça coule de source. J'ai dit, mais si vous saviez le travail qu'il y a à faire pour qu'on donne l'impression que ça coule de source. C'est ça, c'est énorme. Et justement, là, tu parlais des retours plutôt positifs, mais il se peut aussi qu'il y ait des lecteurs qui fassent des retours, soit de l'amélioration, soit des trucs comme ça. Est-ce que vous adaptez aussi votre écriture en fonction des retours que vous obtenez de vos lecteurs à un moment donné, dans le style d'écriture, ou même si c'est une saga ou un truc comme ça, dans le fil de l'histoire, quoi? Je peux te dire juste un mot. Moi, en fait, j'ai pas eu de retour négatif et je crois que les gens, enfin en tout cas dans notre cas, s'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas pris la peine de nous le dire. Non, mais quand je dis négatif, ça peut être aussi des retours positifs, oui, mais en mode constructif. Ce personnage-là, je l'aime bien, ça serait bien qu'il soit un peu plus développé. C'est une bonne remarque. Moi, j'ai pas eu, mes auteurs m'ont pas dit vraiment qu'ils ont eu ça. C'est vrai que dans notre cas, enfin j'en ai pas publié non plus beaucoup, mais j'ai pas eu encore je suis demandeur de ça, mais c'est vrai que c'est même moi qui dis n'hésitez pas à nous envoyer un mot, il y a un email dedans, on peut vous écrire, enfin les gens, je crois qu'il faut différencier les lecteurs, je pense, des fans de youtubeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les lecteurs, ils lisent le livre et ils lisent le livre, quoi. Ils sont contents, ils l'ont acheté en librairie, ils lisent le livre, ils sont pas passifs, c'est pas le mot, mais ils sont discrets, enfin voilà, ils cherchent pas à se manifester à tout prix, à donner leur avis. Alors voilà, c'est un peu l'opposé peut-être de ceux qui donnent leur avis à tout bout de champ, alors qu'on des fois on leur a rien demandé. Je sais pas ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as comme retour? Moi je dis quelle chance. Bon, moi je pense que je fais partie des chanceux, j'ai quand même pas trop, vraiment pas beaucoup de commentaires négatifs. Certainement, quand les gens ils aiment vraiment pas les livres, ils perdent pas de temps à le commenter. Ouais, c'est ça. Je pense que d'ailleurs, on commente peut-être plus souvent quand on n'aime pas que quand on aime. Bah bien sûr, non mais c'est sûr. Mais non, sérieusement, la majorité des commentaires négatifs que j'ai reçus, c'était par exemple. C'est trop court.
Sérieusement, je me souviens avoir eu une étoile parce qu'on m'a dit que c'était trop court. C'était quelque chose comme j'ai adoré, je suis vraiment rentré dans l'histoire, c'était vraiment trop bien et ça s'est fini trop vite. Pourquoi c'est pas plus long? Pourquoi il n'y a pas de suite? Une étoile. Une étoile. Ah ouais, ils sont sévères. Putain, j'avoue, c'est c'est sévère. sévère de ouf, quoi. C'est le jeu. Non, je pense que les critiques vraiment les plus négatives, on va dire, que j'ai pu avoir, c'est durant la bêta lecture. Et ça sert à ça. Ouais. Oui, c'est l'objectif de la bêta lecture. C'est ça. Donc je fais lire à un maximum de personnes, des personnes que je connais, que je respecte en tant que lecteur, lectrice. Et là, j'entends ce qu'on me dit. Est-ce que je change mon texte? Pas toujours, mais franchement, ils sont vraiment forts. Et souvent, tout le monde pique le même paragraphe, les mêmes formulations. Et là, je me dis clairement, j'écris pas seulement pour moi, j'écris pour les autres. En fait, je veux partager des histoires avec les gens, mais il faut que les gens donc soient aptes à les recevoir. Oui. Donc mon but, c'est qu'il n'y ait un filtre le plus minimal entre moi, ce que j'ai envie de dire, et ce que les gens vont comprendre. Donc je suis totalement OK pour modifier la plupart du temps ce que j'ai envie de dire. Ouais. Enfin, la façon de le dire. Oui, puis c'est vrai que les lecteurs, des fois, ils sont un peu frustrants parce qu'ils viennent en disant « Ah oui, mais alors moi, ce personnage-là, j'aurais pas fait ça comme ça et tout. Oui, oui, mais bon, c'est mon histoire et puis c'est moi qui m'approprie un peu les personnages, même si, encore une fois, il y a cette envie de partage. Mais il y a un moment, on peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect où ils viennent un petit peu pinailler sur des petites choses ou alors qu'ils comprennent pas le message. Des fois, ça arrive. Et c'est vrai que, bon... Est-ce que c'est une majorité ou est-ce que c'est seulement quelques personnes? Ouais. Heureusement. Bonjour Raven. Oh là, ouais, Intervention. Moi j'ai une question, alors ça va plutôt être pour Axel. Au niveau de l'édition, est-ce que c'est une mission compliquée? Est-ce que tu te auto-édites ou est-ce que tu fais partie des gens qui passent par une maison d'édition? Comment tu gères la production et l'édition de tes bouquins? Alors en fait, moi du coup j'ai habité pendant 7 ans au Japon. Et pendant un long moment, j'ai été mannequin. En fait, pendant 6 ans, j'étais mannequin. Donc, j'ai eu beaucoup de temps libre entre les shootings, entre les castings. Et je me suis dit que ce rêve que j'avais, gamin, d'écrire un livre, c'était peut-être venu le temps de le réaliser. Donc, je me suis mis à écrire de façon relativement sérieuse. J'avais un quota de mots tous les jours, vraiment, et je m'y tenais. Et à partir de là, quand je suis rentré en France, je me suis vraiment documenté sur la publication, sur les maisons d'édition, l'auto-édition que je ne connais absolument pas, que je ne connaissais pas. Et j'ai décidé d'abord de faire alors au tout début, de me publier chez une maison d'édition. Et finalement, j'ai changé très vite d'avis parce que vu mon rythme d'écriture, qui est très rapide, on va dire, j'ai décidé plutôt de m'auto-éditer. J'avais travaillé dans le marketing. Je touche un petit peu les pinceaux, donc je fais mes couvertures, je gère un petit peu pas mal d'outils informatiques. Donc j'ai décidé de faire de l'auto-édition, travailler par moi-même. Honnêtement, c'est compliqué, c'est long, il y a beaucoup de casquettes à avoir, mais quand c'est ta passion... Oui, non mais c'est ça, tu peux te permettre de prendre du temps pour ça. Non, c'est clair. Voilà, donc c'était vraiment un choix, j'ai adoré le faire. Et aujourd'hui, maintenant que ça fait environ 3 ans, je me dis que j'aimerais bien tenter en fait d'être hybride. Vraiment, je veux pas rester bloqué. Si on est auto-édité, c'est pour la liberté quand même. Donc pourquoi rester bloqué juste dans une case? Non. Je veux essayer de voir, travailler avec des professionnels de l'écriture. Franchement, travailler en équipe, la collaboration, c'est génial. Ça fait plaisir que tu me regardes quand tu dis ça. Et toi, David, le métier de l'édition, c'est quelque chose qui est compliqué. Comment tu choisis à un moment donné qui ou quoi éditer, quoi? Alors, je vais vous dire la vérité, quand j'étais journaliste, mon rêve, c'était d'être éditeur de presse. Je voulais avoir mon magazine. Et quand j'ai démarré le journalisme, on m'a dit, la presse écrite, c'est l'avenir. La télé, non, il n'y a que 3 chaînes. En fait, c'était le contraire. Il n'y a plus de presse écrite. Maintenant, il y a YouTube, il y a la TNT, il y a tout ça. Et donc, du coup,
la presse écrite est en train de disparaître malheureusement, enfin la presse imprimée on va dire, Ouais. parce que voilà, maintenant c'est plus la presse en ligne. Et la France du coup est le pays le plus prolifique en termes de livres de jeux vidéo. Donc quand tu n'es pas éditeur de presse, qu'est-ce qui reste comme choix si tu veux rester? C'est éditeur de livres. Sauf que je ne savais pas que ça serait si différent. C'est-à-dire que je trouve que c'est un monde beaucoup plus fermé, autant le monde de la presse, c'est le monde des journalistes qui sont payés un peu comme des salariés à la tâche, etc. Le monde de l'édition, c'est des droits d'auteur. Juridiquement, c'est très différent. Quand tu es en presse, tu te fais forcément diffuser parce que c'est la loi. Ouais, Tout ouais, organe de presse doit être diffusé en livre. C'est à l'appréciation d'un diffuseur qui peut ne pas te prendre, exactement comme un éditeur peut ne pas prendre un auteur. Donc nous, on a le même travail que les auteurs, mais à convaincre un diffuseur pour être diffusé, qui nous demande de faire un certain chiffre d'affaires, qui nous demande de faire un certain nombre de parutions. Moi, je leur dis, mais si j'ai quitté la presse, c'est pas pour faire un livre tous les mois. D'un autre côté, les libraires se plaignent qu'il y a trop de nouveautés. Donc, tu vois, c'est... Ouais. Donc, oui, je trouve ça assez compliqué. C'est non pas au quotidien, mais dans la durée. Voilà, c'est pas si rentable que ça. Ça l'est peut-être pour les gros parce qu'ils ont des économies d'échelle et puis les gros, ils ont leurs propres diffuseurs, distributeurs, ils font tout eux-mêmes. Moi, par exemple, mon diffuseur, c'est le groupe Erol, que vous connaissez peut-être, qui était à l'époque un spécialiste du livre informatique, qui a une des plus grandes librairies informatiques d'Europe, mais qui maintenant ne fait pas que du livre informatique. Et le distributeur, c'est la Sodi, c'est une société qui appartient à Gallimard, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc, on a toujours tendance, et je ne sais pas si c'est vrai, mais les petits éditeurs ont toujours tendance à se dire, si on passe par Hachette ou Interforum, c'est le groupe Editis, vous avez dû entendre parler, ou alors les quatre gros, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à diffuser et distribuer mieux leurs ouvrages que ceux des autres? Alors ils te disent que non, mais tu ne sais pas vraiment. Donc voilà, c'est pas si facile. Je ne conseillerais pas forcément aux gens de devenir éditeur comme ça du jour au lendemain. Par contre, un auteur qui a fait le choix de s'auto-éditer, qui est prolifique et qui a envie d'aider les autres, pourrait devenir éditeur. Ouais. Parce qu'il a déjà, à la limite, il s'est fait la main. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, la différence, c'est que par rapport à l'auto-édition, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent en termes d'impression, etc. Mais c'est une question d'échelle, on va dire. Oui, c'est ça. Mais les galères sont un peu les mêmes. On est toujours en recherche d'un imprimeur avec la meilleure qualité possible et le moins cher possible. Enfin, alors maintenant que le numérique, on fait des grandes choses. Moi, quand j'ai démarré, c'était encore de l'offset. Et je fais encore les couvertures en offset parce que je trouve que c'est un peu mieux que le numérique. Mais l'intérieur, quand c'est du noir et blanc, c'est du numérique. Avant, tu ne dépassais pas 500 exemplaires. Maintenant, tu peux aller jusqu'à 5000 exemplaires en numérique. Donc la donne change quand même beaucoup en termes de coûts. Les coûts d'impression baissent, mais c'est les seuls coûts qui baissent. La diffusion, la distribution, le stockage, tout ça, ça reste... ce sont des pourcentages du chiffre d'affaires. Et un pourcentage, quel que soit ton chiffre d'affaires, c'est le même. Non mais c'est sûr. Je ne sais pas si ça répond à ta... Si, Voilà. mais c'est très bien. Ouais. Est-ce J'ai- qu'on ferait un petit test? J'ai T'as une autre juste une question, dernière hein? question par rapport au panel d'hier où on parlait de l'IA. Est-ce que Allez. pour vous, l'IA est un outil intéressant pour un auteur ou est-ce que ça va est-ce que c'est une aide ou est-ce que ça va le déglinguer dans sa manière de produire ou ça devient une concurrence? Si je peux te dire un mot, je te pas te griller la politesse, mais je pense que techniquement, c'est un super outil parce que moi j'ai fait des tests. Raconte-moi une histoire dans l'univers du jeu vidéo dont le personnage s'appellerait un tel, etc. Au début, c'était vraiment nul et que ça commence vraiment à s'améliorer. Le problème qu'on a, c'est le premier droit d'auteur. C'est-à-dire que si l'auteur fait appel à l'IA et que c'est plus lui qui a écrit, c'est plus lui l'auteur. Ah. Et donc aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Et donc, par exemple, ça ne se fait pas encore, mais il est de plus en plus demandé. Il y a aujourd'hui des livres générés par l'IA qui sont vendus en auto-édition sur Amazon. Sauf que l'auto-édition, c'est pas l'IA qui s'est auto-édité, hein. Il y a quelqu'un derrière. Ouais. Et donc maintenant, on demande, et alors peut-être que la loi obligera à ce que ce soit marqué généré par C'est l'IA. ça. Ou j'ai été aidé par l'IA. Parce que le lecteur, il a besoin d'authenticité. Et ça, c'est très important. Et je pense même qu'il y aura un label garanti 100% sans Ouais. IA. Tu vois Ouais, je pense que Voilà. on va Donc arriver à ça. c'est un outil et peut-être que ça peut aider à développer la créativité, mais pas forcément après pour publier ce qui a été généré. Dire ah ouais, aller dans cette voie-là, j'y aurais pas pensé et puis on y va. Voilà, je pense que ça peut être un outil pour l'inspiration. Je sais pas ce que tu en penses, Axel. Moi, je pense qu'il faut. J'ai pas envie de me faire manger par Léa si elle a des dents. Donc, en fait, je préfère regarder ce qui se fait. Je pense qu'il faut que je reste à la page. Je veux pas me faire dépasser. Donc, je suis ouvert. Je m'intéresse aux innovations.
Après, j'ai pas peur. J'ai peut-être tort. Mais par contre, je n'ai pas peur de me faire dépasser par l'IA, que des livres écrits par l'IA me dépassent. Non, franchement, c'est pas pour le moment. Et moi, j'écris franchement pour partager mes histoires. Donc, si même l'IA écrit des histoires que les gens ont envie de lire, bah, tant mieux pour eux. Mais ça n'empêche pas que mes livres, peut-être que les gens auront toujours envie de les lire parce que je raconte une autre histoire. Elle m'est absolument personnelle, elle est spécifique. Donc, je ne pense pas que l'IA peut me la voler. Et est-ce que quand même tu pourrais t'en servir pour t'aider ou pas? Pour l'inspiration? Ou vraiment, c'est pour l'instant, c'est non? Alors, moi, j'ai une petite note, dossier, où je mets mes rêves, mes inspirations, toutes les anecdotes que j'ai eues sur le Japon, par exemple, et j'en ai plein. Donc t'as de quoi faire. L'IA, elle m'aide, mais franchement, elle m'aide pas pour vraiment écrire, elle m'aide sur plein de choses tout autour. Structuration d'email, sur des réflexions, mais personnelles, peut-être du travail préliminaire, mais c'est pas sur l'écriture. Non, j'ai déjà essayé, évidemment. Personnellement, je trouve que c'est nul. Vraiment, j'ai pas peur. Ouais. Est-ce qu'on fait le petit jeu? Allez, on fait un petit test. Alors, on va vous afficher sur l'écran là-bas un test de Rocherard et nous dire un peu qu'est-ce que ça vous inspire. Et alors, si vous avez le courage, j'écrirai un bouquin là-dessus, mais bon, ça, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que Ça, vous c'est êtes des auteurs C'est des tâches de Rorschach, ça. Oui. Et qu'est-ce que ça vous t'inspire? inspire? Est-ce que ça t'inspire quelque chose ou pas? Est-ce que Oui. Mais pas évident à définir. Tu dis quoi spontanément? Alors, ça fait environ 15 ans que j'ai arrêté les jeux vidéo. Je viens de reprendre. Je vois carrément un casque de Skyrim. C'est vrai. C'est ça, voilà. Et toi, David, qu'est-ce que tu vois? Ben non, mais c'est vrai que maintenant que tu dis Skyrim, ça me parle, mais c'était un visuel qui m'était familier, mais sans pouvoir... Enfin, s'il faut identifier par rapport à un jeu vidéo, c'est ça? Non, Pas forcément, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ça? Bah, si on parle, par exemple, si vous me dites animal, je vous dirais un taureau. Ok. Ah oui, ouais. Voilà. Mais c'est vraiment... oui, je pense qu'il faut aller sur Skyrim, à mon avis. Ouais, c'est hein, Et c'est bah ça. voilà. Ok, ça va. Et vos prochains bouquins, ça sera sur Skyrim. Allez, c'est acté. Et pas sur les taureaux, alors. Pas sur les... ça, après, ça tu va. peux le faire sur le Ah, taureau. bon, on peut faire un petit mix, un guerrier Skyrim qui tue que des taureaux. Ou qui chevauche un taureau. Une corrida virtuelle, comme ça on a... Ou un taureau qui va chevaucher Skyrim. Ouais, non, ça Ah, marche non, pas. ça marche dans ce sens-là. Merci messieurs en tout cas d'avoir partagé avec nous cette passion de l'écriture, de l'édition. On peut retrouver vos bouquins où alors? Alors en fait, on est la librairie du jeu vidéo. Alors il y a d'autres éditeurs présents. On voit ici, pas loin, il y a Omake Books. Et 2 stands plus loin, il y a la librairie du jeu vidéo. Où alors on a fait une sélection pour le salon. Et donc il y a plein de livres de jeux vidéo. Des livres de l'éditeur Pix & Love également. Ouais. Qui est un des premiers à avoir fait des livres sur l'histoire du jeu vidéo. Il y a des livres sur les Pokémon, sur Minecraft. Et il y a aussi des livres sur, vous savez, tout ce qui est un peu cuisine liée aux jeux vidéo. De Final Fantasy par exemple, les animés. Et on a un petit peu ouvert avec des livres aussi sur le Japon, puisque c'est le Japan Festival. Donc venez nous voir à la librairie du jeu vidéo, le stand 158 Hall B. Et du coup, on te retrouve en librairie aussi. Alors oui, au niveau des éditions, puisque la librairie n'existe que pour le salon, Ouais. pour les livres. Alors, il se trouve que, voilà, j'ai pas encore créé de label, donc ce sont mes initiales. Donc ne rigolez pas les gars, parce que les initiales, c'est DTC. Pour les gens qui m'embêtent, je leur dis dans ton cerveau. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est Moi, exactement ça qu'on a vraiment, pensé. moi, je pensais à On ça a tout de pensé à suite. ça hein, tout de suite, vraiment, hein, c'est vraiment, Mais vraiment si vous pas faites une d'esprit mal recherche sur placé. DTC ou sur David Téné dans la FNAC par exemple, ou voilà, sur le site de la FNAC, vous retrouvez les livres, même par Marcus parce qu'il a fait la préface, Ouais. je l'ai édité. Donc il y a l'Intrépide, il y a Fire Royal, il y a l'essentiel des jeux vidéo, et ces ouvrages sont disponibles sur les librairies en ligne, mais aussi sur les librairies classiques. Et si vous y allez et qu'ils ne l'ont pas, vous leur dites je veux ce livre, commandez-le s'il vous plaît. Ouais. Ok. Et notre site à nous, c'est guidedujeuxvideo.com. Ok. Merci de m'avoir permis de le dire. Et toi Axel, du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, on peut me retrouver dans le Hall B, stand 206. Vous retrouverez donc de la fantasy, de la romance japonisante. Donc d'un côté sur le Japon réaliste, vous verrez vraiment comment est Tokyo, le Japon, les Alpes japonaises. Et sinon les traditions et puis le folklore japonais. Alors j'avais mon best-seller qui est vraiment un best-seller, j'en ai plus. Ah mince. L'éveil de Mononoke, mais il me reste ma fantasy, l'aigle et le coteau
Et ensuite, Hikalie, qui est un roman fantastique qui se passe pendant une nuit à Tokyo. Ok. Et sur Amazon, on peut retrouver tes bouquins là On me retrouve effectivement sur Amazon et sur mon site axel.écrit. Voilà. Et ben merci beaucoup. Et sur le salon, j'ai oublié de dire, merci de m'ouvrir la porte. Il y a des livres sur Final Fantasy, on est au Japan Festival, il y a du Bloodborne. Bloodborne, je crois qu'il en reste qu'un. Oui, donc il y a tous ces univers-là qui sont sur la librairie. Et ben c'est nickel tout ça. Bon, bah, on va aller faire un petit tour. Bon, grave. Ah, avec plaisir. Maintenant, allez. On vous attend. Merci. Merci, ben, merci beaucoup, messieurs. On vous Merci laisse à vous. Merci. retourner à vos dédicaces et à vos ventes. Bon, bah moi, je vais aller faire un petit tour. Je crois que j'ai trouvé une idée cadeau. Hein. Ah bah nickel. Et pour la dernière partie du panel littérature, on va trouver les éditions de l'Opportun. Alors je crois qu'on a Phèdra, Cola, Ivan ou Yvan. Yvan. Alors par contre vous êtes 3. Est-ce qu'il y a Donc il y en a quelqu'un- un qui restera debout, qui sera puni. Ou alors attendez. Ouais, la chaise Vous arrive. avez vu, on Ah, arrive il dans le- l'ordre annoncé et tout. machin. Eh ben nickel. Il va falloir se partager les micros. Ouais, par On va contre, serrer, là, ça va aller. donc allez-y, installez-vous confortablement. On est tout proche. Bonjour le Streamlab. Bonjour. Bon, ça va. Ça va très bien, nous, on est en forme toujours. Alors qui est qui? Allez, bon, on Est-ce- fait les présentations. Oui, allez-y. Alors moi c'est Phèdra. Cola. Et Yvan. Et ben voilà, c'est vrai. Salut c'est- tout ils le sont- monde. Comment ils ça sont va bien listés. Ouais, Allez tout, on veut vous entendre. Yes. Merci. Avec un ping à 250, mais c'est pas grave. On a le droit à un sourire du mec avec les oreilles, moi ça me va. Non, mais on est comme vous et vraiment c'est toute cette énergie du dimanche matin qui vous reste pour nous touche énormément. Toujours vivant. Il dit ça parce qu'il a pas beaucoup dormi. Alors les gars, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites à la Japan Tour et de manière générale Yes. Qui se lance? Eh ben c'est parfait, les deux me regardent en même temps donc je pense que j'ai commencé. Alors qu'est-ce T'as qu'on fait bien à la Japan regardé. Tour? Bah on profite à la Japan Tour, on est bien, on a Ouais, été c'est gentiment bien. invités, la vie est belle. Donc on est édité justement édition de l'Opportun. Le principe un peu de l'édition c'est de parler grâce au manga de divers sujets. Donc on a grâce à Phèdra une vision un peu plus poétique de certains sujets. Grâce à Cola une vision un peu plus développement humain justement et grâce à Goku comprendre un peu mieux sa vie. Et moi je suis plus axé philosophie. Je pense que vous pouvez me rattraper les gars si j'ai une bêtise. Mais non, c'est très bien. Hein. Tu veux ajouter quelque chose? Non, clairement, en fait, on explore le lien entre des sciences humaines, en fait, et de la pop culture. Et nous trois, essentiellement, le manga, en fait. Et on a dans nos domaines respectifs, en fait, des préférences et des mangas qu'on a étudiés et qu'on a analysés. Et Pareil, j'ai manga, rajouté c'est cool. un petit truc, c'est que quand on dit sciences humaines, philosophie, pardon, hein, je te charge toi. Non, mais parfois c'est des mots qui font peur et c'est Oui. un peu con. La volonté des ouvrages chez l'Opportun, c'est aussi de rendre tout ça très accessible. C'est un peu de la vulgarisation au sens noble du terme, c'est pas du tout péjoratif, c'est de dire on va aller chercher dans les mangas des notions qui nous parlent à toutes et tous. Et en fait qu'on voit, qu'on expérimente, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément les mots pour le mettre dessus non plus. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment la porte d'entrée, avoir un univers en commun pour parler de sujets qui peuvent paraître être plus sérieux ou plus matures, quoi, c'est sûr. Bah, le mot que j'aime bien utiliser pour parler de philosophie justement, c'est que généralement on a tendance à voir ça comme quelque chose d'élitiste, Ouais. même de très fermé. Et comme tu l'as très bien dit, la vulgarisation c'est pas quelque chose de négatif, ça fait vraiment une porte d'entrée. Si les gens veulent aller plus loin après grâce à ça, c'est une super nouvelle. S'ils peuvent au moins se constituer une base, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'en vrai, nos trois sujets sont des sujets qui concernent tout le monde dans la vie de tous les jours. On s'est tous se poser des questions par rapport à certains sujets, que ce soit politique, personnel ou justement philosophique au niveau de sa place. Donc c'est intéressant de prendre quelque chose qu'on adore, les mangas, que ce soit Dragon Ball en passant par One Piece, pour essayer d'aller voir un peu plus loin et se dire ok, il y a peut-être plus que ça peut nous apporter, ou même inconsciemment, ça nous l'importe déjà, mais juste on n'arrive pas à mettre le mot dessus. Et des gens très intelligents l'ont déjà fait, donc du coup on peut reprendre ce qu'ils ont dit et de manière plus connectée à nous. Ouais. Et pourquoi à la base, du coup, vous avez pris les mangas ou les jeux vidéo comme référence pour parler de ces sujets-là? Est-ce que quand vous avez joué à, je sais pas, moi à Skyrim, vous vous êtes dit ah ça c'est ça un traite bon du sujet, capitalisme, j'en suis sûr, je Je vais en n'ai parler. jamais joué à Skyrim. Ouais, bah moi de mon côté justement en fait le premier livre que j'ai sorti sur la politique dans One Piece, c'est justement en fait c'était mon sujet de mémoire en fait. J'ai fait un master de littérature de jeunesse qui était ouvert au manga et je me suis dit mais en fait One Piece la question politique elle est partout en fait.
Et donc j'ai étudié ça et puis après je l'ai adapté pour que ça soit publié. Et je me suis rendu compte que justement on avait des tonnes de références à l'histoire de notre monde, à plein de sujets, que ce soit la discrimination, le racisme, la société, les médias, la presse. Enfin, il y a tellement en fait de sujets qui nous parlent et qui, je pense, même des jeunes lecteurs, ça les imprègne inconsciemment. Qu'il y a plein de choses en fait à faire en parallèle et puis ça légitime aussi, je trouve, le manga et la manière dont c'est la complexité du manga. Bah c'est ça, parce que j'ai l'impression, ça donne cette impression-là, en tout cas encore aujourd'hui, et peut-être particulièrement plus en France, où le manga, mais on en a déjà parlé avant, mais où le manga, la BD encore, c'est franco-belge, donc du coup c'est un peu culturel, donc ça va, mais le manga, le comics reste des œuvres ou des sous-genres de la BD ou des romans graphiques ou des trucs comme ça. Et justement, oui, ce genre de bouquin, ça ouvre un peu à la discussion sur... en fait, c'est pas juste des images avec des héros qui veulent atteindre un objectif. Je sais plus comment s'appelle ce bouquin qui traite à chaque fois du traitement du héros qui a un sidekick. Joseph Campbell, c'est le ça. héros 1001 visages, le monomythe, tout ça. C'est ça, oui, le héros toujours cette image-là du manga où c'est toujours le monomythe et tout. Où la quête initiatique qui est à peu près toujours la même idée, etc. Voilà. Mais en fait, c'est très intéressant de voir que... parce que pour le coup, pareil, moi, mon mémoire, c'était... Pour le coup, moi, j'ai fait école business school, donc absolument rien à voir, mais mon mémoire était quand même sur un mémoire de philosophie parce que vive le système. Et globalement, justement, j'avais beaucoup parlé de ça avec l'idée de la quête initiatique qu'on retrouve dans différents types d'imaginaires. Là où, effectivement, l'imaginaire franco-belge est très imprégné en Europe parce que c'est notre culture, on va dire, historique, le manga s'impose vraiment comme une culture française de plus en plus. Ah bah oui. On a de plus en plus de mangaka français, rien que là sur le salon, il y en a énormément et c'est super passionnant. Et qui sont encore plus reconnus en plus par des mangaka japonais aussi aujourd'hui. Et les valeurs qui sont transmises sont pas transmises de la même manière. Un peu comme toi, justement, moi c'était l'idée du prolongement pour le premier livre, d'essayer de montrer certaines choses. Et on parlait de la tolérance tout à l'heure avec One Piece, j'en parle très courtement, contrairement à toi qui en parle énormément. Mais la tolérance, c'est quelque chose qu'on connaît en Europe depuis longtemps, avec Voltaire ou autre. One Piece l'apporte d'une nouvelle manière qu'on n'avait pas forcément avant. Ouais. Et si on passe sur la BD franco-belge, en vrai, la tolérance, si on prend Black Sad, qui est une référence de la BD en ce moment, ça parle beaucoup de tolérance aussi, mais ça l'aborde pas du tout de la même façon. Quand on lit One Piece et qu'on voit les hommes poissons, on est en mode, bah ils sont cool, ils sont stylés, on les aime bien et tout se passe bien, on se pose pas la question de savoir pourquoi il y a la tolérance derrière. C'est normal, Luffy il incarne la tolérance, normal. Si t'es gentil avec moi, bah je suis gentil avec toi, on n'en parle pas plus, ça va pas plus loin. Après, c'est dans la construction aussi des mangas et des comics qui est très lié à des publications sur des journaux, alors que le franco-belge, c'est vraiment des one-shots à chaque fois et le héros évolue très peu entre chaque BD. Mais oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais. C'est deux manières de traiter le truc, mais je pense qu'elles sont complémentaires. Ceci dit, en fait, on a cette chance, nous, d'être entre les deux. C'est-à-dire que, comme tu disais, ça, dans One Piece ou dans un certain nombre de mangas, pour la question de la tolérance, ou du racisme, on va mettre les mots dessus, c'est un non-sujet, souvent. Et tu prenais l'exemple de Black Sad, c'est le sujet. C'est ça. Et en fait, on a besoin des deux. Je pense vraiment dans notre construction, par rapport à ces idées et de dire il y a un monde où on n'en parle pas et voilà, et c'est comme ça que ça devrait être, c'est un idéal, et puis avoir des trucs qui nous disent non mais en fait c'est pas le monde dans lequel on vit et il faut avancer là-dessus. On doit avancer collectivement là-dessus. Et pour vous, c'est quoi l'origine en fait qui vous a amené à vouloir avoir envie de partager ça, de transmettre en fait vos valeurs? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça en fait? Qu'est-ce qui vous a Oui, pour rebondir par rapport à ce qu'on est en train de dire, la différence entre Black Sad et One Piece, on va rester là-dessus, mais après on va élaborer sur d'autres mangas. Mais pour moi, il y a une espèce de lien conscient et de lien inconscient quand on lit une œuvre. En fait, une première fois qu'on lit une œuvre, quand on lit Naruto, on est en mode c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Le lien inconscient que tout le monde comprend, très globalement, binaire, c'est simple. Et après, quand on commence à réfléchir et un peu plus étudier l'œuvre dans le détail et se dire ok, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, on crée un lien conscient avec l'œuvre parce que justement on va pousser plus loin. Les fameux cours de français qui à l'époque nous énervaient avec le rideau bleu qui voulait dire quelque chose, on n'était pas sûr. C'est vraiment ça, mais c'est plus par rapport à ce que nous on pense. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est vraiment cette idée qu'il y a énormément d'œuvres qui ont des liens conscients à offrir, mais qu'on va pas forcément chercher. Là, je vais plus parler de Barthès, du coup, qui est un auteur sur le dernier siècle, qui exprimait vraiment cette idée de l'auteur écrit quelque chose, mais quand l'auteur il meurt, le lecteur prend son essence et va essayer de comprendre par rapport au texte quelque chose qui lui va l'impacter. Et après, genre, quand toi tu comprends ça, tu as envie de le transmettre. Et moi, ce que j'adore avec les philosophes, c'est qu'il y a plein de questions qu'on se pose maintenant, où il y a déjà des débuts de solutions qui ont été écrites il y a des centaines, voire même des milliers d'années, mais c'est juste qu'on ne le sait pas forcément, et que c'est pas forcément transmis de la meilleure manière. On en revient à l'élitisme, où des fois, en fait, on est en mode c'est pas à notre portée, alors que ça l'est, et que justement, on se pose ces questions grâce à One Piece, Bleach, Naruto ou autre. Donc voilà. Et parce que l'univers qui est établi ici, c'est toujours un univers soit
un univers qui est porté sur la société ou une vision actuelle de la société, même si c'est une société qui est construite dans les mangas ou les comics, ça a toujours un rapport avec le réel. Le réel, c'est presque une critique aussi de la société aujourd'hui. Et de toute façon, quand on met en interaction deux personnages, il y a forcément de la sociologie là-dedans, puisqu'il y a de l'interaction, de la communication et le fait que comment les deux personnes peuvent se gérer et comment ils se parlent, quoi, à un moment donné. Il y a de la politique, il y a de la philosophie. Dès qu'il y a du dialogue, de toute façon, on peut en extraire de l'intérêt dans tous ces domaines-là, dans tous les domaines scientifiques, quoi. Et moi, la question que je me pose, c'est, à un moment donné, est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les œuvres ? Là, je vois du Sangoku, enfin, je vois du Dragon Ball, je vois du Demon Slayer. À un moment donné, qu'est-ce qui va vous dire ce manga-là, cette œuvre-là, peut être une référence dans l'explication de telle ou telle philosophie, quoi. Alors, il y a un truc chez l'Opportun, déjà, c'est le cas pour nous, c'est-à-dire on a choisi nos œuvres. Ouais. Toi, tu en abordes plein, mais ce sont tes choix. Toi, tu en abordes plein dans LGBT aussi. Enfin, voilà, le corpus est massif, mais ce sont nos choix, ils ne sont pas forcément exhaustifs. Et il y a aussi ce truc où, pour revenir à la question précédente qui était pourquoi nous on a décidé de partir là-dessus, il y a aussi, on n'est pas chercheurs, voilà, on a nos backgrounds d'éducation, etc., mais ils sont très différents. Pour le coup, on a des parcours qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ouais. Le truc qui nous amène là à la base, c'est quand même l'amour des œuvres au départ. Donc, oui, on pourrait dire toute œuvre qui a suffisamment de matière sur le traitement de ses personnages ou sur le traitement de ses interactions et tout ça, peut valoir le coup en décryptage, en analyse, en tout ça. Chez l'Opportun, il y a aussi toute une partie de la collection qui n'est pas du tout orientée vers le manga. C'est-à-dire que voilà, nous, il y a ça, il y a des réflexions, pour Agir et penser comme, c'est qu'il y en a aussi sur Dark Vador, Arsène Lupin, voilà, philosophie, il y a des choses sur Kaamelott, enfin on est... OSS 117, il est incroyable. Ah oui, OSS 117, ouais. Et voilà, le truc, entre guillemets, c'est un peu naturel et de manière organique que ça se fait. Les œuvres pop culturelles, si elles sont suffisamment riches et suffisamment réfléchies pour qu'on puisse y lire ces choses-là, c'est celles qui restent généralement. Donc ça devient les références, ça devient les icônes que tout le monde connaît et on peut aller réfléchir là-dessus et faire le décryptage. Je vais juste rajouter... Désolé, tu veux ? Non, je voulais juste ajouter aussi qu'il y a un public en fait demandeur de ce genre d'études. Bien sûr, oui. Et justement, les lecteurs de manga, ils adorent en fait voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on peut retrouver comme référence, que ce soit des références artistiques, des références philosophiques, historiques, ou alors juste simplement des analyses que nous on peut faire de notre propre vision. Et il y a vraiment une demande sur ça parce que justement c'est ce qui permet d'explorer en fait l'œuvre en général. Moi, je vais terminer juste en citant les deux opposés justement en philosophie et manga. Il y a Baudelaire à l'époque qui avait écrit un texte sur l'imagination où il expliquait qu'en fait l'imagination c'était un peu la source de création ultime et qui après fondait énormément la société parce que l'imagination est quelque chose qui est répandu universellement, quels que soient les peuples, les civilisations, les cultures ou autres. Et moi, une des raisons pour laquelle justement tous les mangas ont quand même cet accès-là, c'est que il y a un manga qui s'appelle Magus of the Library qui est un peu moins connu, avec une phrase au début qui était en mode les premiers hommes, les premiers humains ont écrit des récits et après ces récits ont créé les civilisations. Et maintenant les récits nous façonnent. Avec cette idée que l'imagination globale, donc là on rejoint avec le truc de mémoire, moi mon mémoire c'était à quel point l'imagination en fait peut fonder des civilisations et les maintenir sur le long terme avec les valeurs. Et comme l'a très bien dit Fedra, actuellement il y a une demande, parce que le manga fait partie de notre culture française maintenant, de construire justement nos valeurs grâce au manga. Mais l'imagination a créé les religions, par exemple. Exactement. L'imagination a créé une hiérarchisation de la société, mais qui a toujours été construite par l'humain et qui a été construite par l'humain à un moment donné. Non, mais c'est sûr. Certains récits nationaux. Ouais, le roman ouais, c'était beaucoup d'imagination parfois, non, c'est sûr. Exactement. Et là, je vois le bouquin, par exemple, le One Piece, la leçon de pouvoir. Comment tu pars du principe, parce que l'univers One Piece, c'est une représentation de la piraterie du 17e, même un peu avant, et c'est très binaire encore une fois, hein, c'est vraiment les pirates, cette notion de liberté avec un Luffy qui est un vrai leader puisqu'il mène sa troupe et il va toujours au front, et toujours premier de la ligne et tout, avec les méchants qui font partie de ceux qui vont lutter contre cette liberté-là.
à un moment donné, on se rapproche toujours en fait d'une réalité qui a toujours existé dans notre monde à nous, quoi. Est-ce que justement dans ces bouquins-là, bon, je prends le One Piece, mais ça peut être autre chose, hein. Est-ce que dans ces bouquins-là, à un moment donné aussi, vous faites un lien avec ce qui a existé et ce qui existe peut-être encore aujourd'hui, quoi? Justement, je fais des liens, notamment en termes de piraterie, sur le fait que Oda s'inspire beaucoup de pirates qui ont réellement existé, ça, il n'y a pas de doute. Mais aussi, en fait, il déforme un peu la figure du pirate dans One Piece, par exemple, parce que justement, historiquement, le pirate n'a pas de patrie, le pirate, il est apolitique, le pirate, en fait, c'est un peu la négation, en fait, hein, de tout territoire, de toute patrie. C'est même un symbole d'anarchie. Ouais. Et dans One Piece, on aura des pirates comme les empereurs, qui ont déjà des titres un peu politiques, qui ont un territoire, qui gèrent des pays. Il y a Big Mom qui a tout un pays, même Barbe Blanche qui a des sortes de protectorats, enfin genre avec le truc des pavillons. Et du coup, justement, je trouve que c'est intéressant de comparer avec la figure du pirate qu'on connaît nous historiquement et de voir qu'il y a des transformations sur ça. Après, quand tu parlais aussi du fait qu'il y avait un peu les mauvais, les bons, ces choses-là, dans One Piece, je trouve que c'est pas aussi binaire justement parce que ça soit dans la marine, dans le gouvernement, chez les pirates, on aura des bons et des mauvais partout en fait. Et ça, j'aime bien aussi cette lecture-là qui est très large. C'est sur la liberté individuelle, oui, par rapport au système de société qui sont établis chez les pirates ou chez les gens des terres, quoi. Je sais plus comment on appelle ça, là. Le gouverneur, là, ou je sais pas quoi, là. De quoi Dans One Piece. Il y a les pirates contre ceux qui... c'est les gouverneurs. Oui, tu peux me demander les dragons célestes ou non, le gouvernement. Ouais, le gouvernement. Le gouvernement mondial, ouais, c'est ça, ouais, dans One Piece, ouais. Alors moi du coup j'ai une autre question, alors on part un petit peu sur un sujet différent. Si par exemple vous deviez, je sais pas moi, aller sur une autre planète ou que la civilisation devait être détruite, voilà, quelle est l'unique œuvre que vous aimeriez sauver? La théorie de l'évolution de Charles Darwin. Ok, ça c'est voilà, c'est direct comme ça, ok. Mais non mais à quelle fin? Pour notre plaisir personnel, voilà, on va dire pour le plaisir personnel ou la sauvegarde de l'humanité, voilà. Pour transmettre une sorte de un truc de valeur. Voilà, exactement. Ça, c'était la civilisation. Idéale, à renvoyer sur la sonde Voyager. Question philosophique. Hein. Ok, dans l'idée, on pourrait recréer une société ou pas? Parce que dans ce cas, j'ai répondu trop vite. Moi, je dirais l'encyclopédie de Diderot. Moi, je réponds One Piece, j'hésite pas. Genre. Ah ouais. L'œuvre intégrale, allez. Les Schtroumpfs. Ça, c'était la civilisation avant. On a évolué. Je nous a cloué le bec, on n'a rien à dire. Les extraterrestres, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, ouais. Et alors, du coup, un peu dans la même veine, est-ce qu'il y a un univers dans lequel vous aimeriez être plongé? Et si oui, avec quel personnage de fiction vous aimeriez vous balader dans cet univers? Ah, ça, c'est une grosse question. Alors, moi j'ai une réponse, en plus c'est un manga français donc c'est trop bien, c'est Dreamland, mais du coup c'est un peu particulier parce que Dreamland c'est le monde actuel, mais avec en plus la possibilité de, si tu vaincs ta phobie dans tes rêves, d'aller dans le monde onirique qu'est Dreamland. Voilà, c'est fait par Renaud Lemaire et je kiffe parce qu'en fait actuellement j'aime bien ma vie donc j'ai pas spécialement envie d'aller dans un autre monde, mais par contre l'idée d'avoir un deuxième monde et d'avoir une deuxième vie où tu peux avoir des pouvoirs, justement tu peux te balader avec Terrence et la bande des Lucky Stars, ça me paraît bien, okay. C'est plutôt pas mal. J'hésite, mais ouais, je pourrais dire l'univers de One Piece en vrai parce que j'adore. Après, un autre univers que j'adore, peut-être c'est Solid Wakfu. Okay. Genre, que ça soit, moi j'ai vu les séries, les mangas, les jeux et tout, j'adore. Et franchement, avec la confrérie du tofu et tout ça, j'adorerais quoi. Ça serait, j'adore l'ambiance et tout. T'emmènerais qui avec toi dans cet univers? Un personnage de fiction, tu vois? Un personnage de fiction de l'univers, genre. Non, d'un autre univers. Ah oui, d'accord. Pour foutre le bordel, tu vois. Ah ouais, c'est large. Ah ouais. Ouais. Luffy, ouais, ok, pourquoi pas. Luffy dans Wakfu. Non, mais on peut faire des giga camoulox là. Ah oui, c'est l'objectif. Ouais. J'emmène Tintin, mais dans l'univers de Blam, du Tomonnier, tu vois. Parce que moi j'allais dire Blam pour y rester pas longtemps, mais pour le vertige quoi, d'un truc complètement extraterrestre, pas un truc qui est un peu calqué. Justement, tiens, il n'y a plus d'ordre social, il n'y a plus rien. Il y a des vestiges, des machins, des trucs. Est-ce que ça vous donne des idées là pour vos prochains romans ou pas, les gars? Ouais, Alors, du coup, vu que j'avais pas compris qu'on pouvait prendre quelqu'un d'un autre univers, moi je pense que je prends un râler avec moi. Juste un râler, trop bien. Je vois là un bouquin sur la représentation LGBT
Est-ce que pour toi, alors je vais prendre les mangas, les comics, en fait plutôt l'univers pop culture, est-ce que pour toi la représentativité de cette communauté et même de n'importe quelle autre communauté est suffisante ou que c'est en cours ou est-ce que c'est trop même, pourquoi pas hein. C'est une représentation qui était peu présente à l'origine, qu'on trouvait mais pas de manière engagée. C'est-à-dire qu'il y avait des personnages chez Tezuka, des personnages LGBT. Il y avait en fait même dans les années 70, dans le shoujo, on trouvait énormément de personnages LGBT, mais de manière un peu dramatisée. Enfin, en fait, c'était des personnages qui étaient là pour mettre du drama, pour représenter. Donc ça s'est amélioré au fil du temps. Alors, ça va être très dur de tout résumer ta question, tu vois, parce que je pourrais y parler pendant 1 heure. J'en ai fait un livre. Sûr, non, mais là, je vois un bouquin, donc. Mais en gros, là, ces derniers temps, on a quand même ces dernières années une représentation qui est bien plus présente et qui est plus. On sent qu'elle est plus réfléchie en fait, même dans des mangas entre guillemets mainstream, enfin c'est-à-dire des grandes séries. Quand il y a des persos LGBT, de manière générale, ils sont un peu mieux traités. Même sur la transidentité, c'est mieux traité qu'à une époque où c'était vu comme un gag. Et aussi, on a de plus en plus de mangaka engagés sur les 10-15 dernières années, c'est-à-dire qu'eux, ils font vraiment des mangas sur la thématique LGBT de manière engagée, genre comme Gengoro Tagame ou Yuki Kamatani. Voilà. Mais tu parles vraiment de comment dire, que ça soit pas des personnages uniquement caractérisés par le fait qu'ils soient LGBT. On est bien d'accord. Parce que par exemple, Jojo Bizarre Adventure, est-ce que les personnages qui ont cette allure, qui font croire qu'ils font partie de cette communauté-là, est-ce que c'est une bonne représentation ou pas? C'est-à-dire qu'ils sont pas juste présentés comme persos LGBT. Ouais. Ou alors qu'ils sont pas trop caricaturaux aussi, par exemple. Oui, si, on en trouve des bons aussi. Je pense, si on prend par exemple Paradise Kiss, c'est de l'autrice de Nana. Ouais. On a une femme trans en fait qui est plutôt bien représentée. C'est pas le cœur de l'histoire, c'est pas le cœur du personnage, c'est juste elle est présentée comme telle. Et donc on a quand même quelques fictions comme ça où est-ce que le perso n'est pas là pour amuser ou alors juste sa personnalité c'est d'être un personnage LGBT en fait. Donc mais on a encore aussi des mauvaises représentations bien sûr forcément. Donc c'est assez nuancé mais ça s'améliore avec le temps. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez pu faire en produisant ces bouquins-là, est-ce que ça vous donne aussi des envies justement de faire comme ce que vous critiquez ou que vous analysez, c'est-à-dire créer un manga et justement appliquer de la philosophie dedans quoi. C'est en cours. C'est en cours. Alors ça va traiter de quoi? Ça va être plutôt dans un domaine slice sociétal. Of life, gaguesque. En fait, j'aime énormément les mangas. À terme dans ma vie, j'aimerais bien ouvrir un café librairie, mais bon, c'est un autre débat. Ouais. Et du coup, il y a énormément d'inspiration. Il y a une des plus grosses, c'est Santei School. C'est un peu moins connu, c'est fait par Philippe Cardona et Florence Torta. C'est ceux qui ont dessiné Noob après derrière. Et en fait, c'est un manga où il y a énormément de références de manga dedans et à la fin, tu as toutes les références qui sont données. Donc, du slice of life dans ce style-là, où justement il y a du gaguesque et évidemment de la philo. Après, j'ai vraiment pas envie de tomber dans un des trucs que je reproche énormément à la philo, le côté élitiste, où il faut avoir 15 000 références en amont pour essayer de comprendre le texte. Ouais. Donc, le but, c'est qu'une personne lambda qui le lise, apprécie, passe un bon moment, il y a des blagues qui soient sympas, il y a des références qui lui fassent plaisir. Le mec, à un moment, il fait semblant de faire un Kamehameha, ça marche pas. Et après, en termes de mangaka, pour en avoir parlé avec beaucoup qui sont dans le salon et puis même à l'époque, l'idée c'est que commencer par un one shot, c'est bien parce que ça apprend à structurer une histoire, à être vraiment précis, à savoir faire un bon storyboard. Et si le one shot fonctionne, on verra pour la suite. Mais au moins, ce one shot là, il me tient à cœur parce que c'est la même idée de partager la passion, que ce soit niveau manga référence, mais aussi niveau valeur de vie, philosophie. On parlait tout à l'heure de tolérance, mais un des grands mots, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que la télépathie n'existe pas et que communiquer ça peut être bien. Mais rien que des principes bêtes comme ça, mais qui en vrai, les répéter, les expliquer d'une autre manière, ça fait toujours du bien en vrai. Voilà. Ok, j'ai envie de dire une question, mais je sais pas si c'est trop élitiste. C'est vraiment une question con en plus, hein, mais quel est votre meilleur biais cognitif? Le effet de halo. C'est vraiment très... L'effet de halo. Vraiment, pour moi, c'est le plus gros. Allez, un petit. Les meilleurs billets. Regardez-nous faire ça. Non, mais c'est ça. Ah, mais écoute, moi je pose des questions par rapport à ce que je reçois. Hein. Désolé, j'ai répondu un peu vite moi parce que. Non, en plus, moi je suis pas trop sur cette notion-là et tu sauras mieux. Je sais pas, mais est-ce que les bulles de filtre, ça rentre là-dedans? Les quoi? Les bulles de filtre, un petit peu. C'est pas de notre fait, enfin tu vois. Je sais pas. Ça va, j'ai un truc. Les bulles de filtre. Ah bah oui, ça rentre dedans. Ça va rentrer dedans, je pense que.
bah, c'est un petit peu, enfin, ton environnement numérique, tu vois, va être un petit peu construit autour de tes propres idées et vont venir confirmer, tu vois, ton truc et te referme. Alors, du coup, faut revenir dans le réel pour avoir une idée vraiment de, en fait, à quoi ressemble vraiment le monde. Tu vas discuter avec des vrais gens, aller Non, dehors. mais voilà, etc. en fait, elle était pas si conne que ça, Tu- moi, tu- ma tu- question. T'es en train de dire que Twitter c'est pas la vraie vie, ça? J'allais dire, moi j'ai ça avec Twitter, donc franchement, je vais copier sur toi, je vais dire aussi ça. Est-ce que vous avez aussi, pourquoi pas, envie de changer de format? Là, c'est des formats bouquins. Est-ce que vous voulez aussi, pourquoi pas, expliquer les univers dans des formats vidéo, par exemple, ou pourquoi pas en musique, enfin, on sait pas. Hein. Tu veux y aller? Vas-y. Alors, moi j'ai déjà réfléchi, et format vidéo, ça m'intéresse pas, mais j'ai déjà pensé à l'adapter pour faire des interventions dans des collèges, dans des lycées, dans des médiathèques, justement pour montrer, en fait, parce que les mangas, franchement, moi j'ai très souvent des profs qui viennent me voir, ou j'ai pas mal de potes profs qui me disent mais c'est trop bien ce genre de bouquin, je vais le prendre dans le CDI, parce qu'en fait, comme ça, les gamins ils adorent les mangas et ça leur fait lire soit de la philo, soit de la politique, soit des thématiques en fait, et du coup ça serait quelque chose que j'aimerais développer, c'est justement faire plus d'interventions pour ça montre aussi le fait que le manga c'est aussi un art noble comme toute littérature en fait, voilà. Non, et en termes pédagogiques aussi, justement, on reprend la première question, c'est que ça reste un pont qui reste accessible pour les plus jeunes aussi, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je vais prendre. C'est bien, on aura réussi à faire nos backgrounds respectifs, chacun sur des questions différentes, c'est cool. Moi, en fait, à la base, je suis pas auteur. En ce sens-là, je suis plutôt journaliste pour la télé. Ouais. J'ai bossé pendant très longtemps pour J1. Aujourd'hui, je fais du documentaire qui est sur des thématiques donc généralement tournées vers l'Asie. Là, j'ai un documentaire sur le rap coréen pour lequel on s'était déjà vu d'ailleurs. Salut, Ah, mais oui, mais c'est ça, mais oui, oui, je oui, le oui. disais aussi. Et là, quelque chose qui arrive autour de l'animation japonaise, et entre guillemets, enfin, moi, c'est mon format premier en fait. D'accord. Donc, moi, je continue évidemment à bosser ces questions-là qui vont pas s'exprimer de manière aussi didactique, je dirais peut-être. Ça va être plus du sous-texte, c'est une une autre narration. Mais voilà, donc on est déjà un peu slasher sur ce truc-là. Et alors moi pour le coup déjà je rejoins Fedra sur la première idée qui est tout ce qui est conférence, formation et tout, ce que c'est aussi, pour le coup moi c'est mon métier à côté en parallèle, mais j'aime vraiment beaucoup ça et je trouve que c'est hyper intéressant de voir les gens en discuter comme on est en train de faire actuellement. Et pour le coup pour la vidéo j'aime bien, mais plus déjà le montage vidéo prend beaucoup de temps. Et je vais faire la promo à un collègue qui est pas là aujourd'hui, mais Gatsu Sensei pour le coup qui est prof de philo, qui parle aussi philosophie dans les mangas. Ouais. Lui il fait beaucoup de TikTok, de réels, c'est tout, où il explique, et il fait des formats longs aussi, ça m'intéresse pas mal, mais ce serait plus en termes de talk show, parce que je trouve que quand on parle de philosophie, après c'est la passion aussi, c'est très très dur de synthétiser souvent et il faut bien avoir un peu de temps pour discuter avec la personne ou autre, donc c'est pour ça que j'aime bien peut-être un talk show un jour, pourquoi pas. Ouais. Mais sur le long terme, avoir aussi des vidéos courtes synthétisées, mais il faudrait que ce soit bien monté et je sais que pour l'instant j'ai pas les compétences pour ça, j'ai pas le niveau de réalisateur de certains ici quoi. Encore une fois, c'est plus pour l'accessibilité, encore une fois, C'est pour ça. toucher le plus jeune public, parce que c'est des questions forcément qui sont plus intéressantes en tout cas, comment dire, qui sont... Le public cible reste plutôt les jeunes, enfin, disons les moins de 25 ans. Je mets un bémol là-dessus. Parce Ok, que justement- non mais ok, parce my qu'en bad. vrai, c'est quelque chose qu'on a beaucoup évidemment, forcément là. Non mon crayon. C'est le public premier, enfin en tout cas c'est ceux à atteindre. Je suis d'accord, le plus gros public premier c'est ça. Par contre, moi c'est un truc que j'essaie de défendre de plus en plus, c'est que ce soit la sociologie, la politique ou le développement de soi ou la philosophie, ça concerne tout le monde. Et justement je trouve que Oui. c'est un peu pas une mauvaise manière de penser, mais un peu justement on parlait des biais, de se dire que ok à partir de 30-40 ans on arrête de penser à ça, alors que non en fait, c'est des choses qu'on développe toute notre vie. La personne qui a 41 ans, elle a 41 ans pour la première fois de sa vie. Oui. Donc en fait il faut aussi qu'elle trouve des moyens, des trucs pour l'aider, et la remise en question est censée normalement se faire jusqu'à la fin de notre vie. Confucius disait que c'est qu'à partir de 60 ans que globalement il peut arrêter de se remettre un peu en question, donc globalement on a du temps. Oui, mais justement, plus t'es vieux, plus tu penses disait un avoir peu la des conneries légitimité aussi, d'avoir Confucius. les bonnes réponses, quoi. C'est généralement quand tu es jeune où tu apprends justement à te poser les bonnes questions, à te définir des règles morales, et elles auront plus tendance à rester fixes tout le long de ta vie. C'est pour ça que se poser des bonnes questions avant d'être fixé sur comment doit être régie la société et comment définir des règles ou ta morale,
elle se fait plutôt en amont. Après, forcément, on évolue. Hein. C'est l'idée qu'après 50 ans, on change plus d'idée. Genre, j'avais souvent entendu ça que. C'est pas qu'on change pas d'idée, c'est que c'est plus compliqué de changer d'idée parce qu'on est justement, on est plus fixé par rapport, on est plus d'accord avec ce qu'on pense depuis toujours, quoi, à un moment donné. Oui, je suis totalement d'accord. Et puis t'as des biais de confirmation pour en revenir. Et à voilà, il y a machin, des biais tu de vois, confirmation, ouais. T'as tout ça, mais enfin là juste pour l'expérience, ici à Japan Tour par exemple, on peut le voir, il y a un peu une division entre guillemets de peut-être des tranches d'âge qui viennent nous voir, et encore, c'est pas du tout une règle absolue ou quoi, mais entre les différentes œuvres qu'on traite, juste parce que générationnellement, Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, c'est pas les mêmes générations, donc on va pas forcément discuter aux mêmes tranches d'âge. Néanmoins, tout le monde est assez ouvert à ce truc-là de dire tiens, je vais me poser sur cette réflexion par rapport à l'œuvre, par rapport à moi, ce que je peux en tirer, etc. et tout. Oui, mais justement, les gens qui... Alors, je sais pas, mais moi, je pose les questions, je fais l'avocat du diable à chaque fois, hein, mais sans doute parce que je suis un connard, mais... mais non, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui achètent les bouquins comme ça, juste pour voir comment... Et formuler la réflexion, comment lier une pensée philosophique ou une pensée autour de la science, on va dire, et une œuvre qu'ils connaissent, mais pas forcément être d'accord ou pas avec ce qui est décrit, mais c'est juste se dire putain, j'ai de la sociologie, j'ai Dragon Ball. À un moment donné, il va falloir que je fasse un lien. C'est juste les gens peut-être achètent ces bouquins-là ou lisent ces bouquins-là pour essayer de trouver le lien, pour avoir un aspect un peu curiosité aussi, quoi. On en revient au lien conscient dont on parlait tout à l'heure, justement. C'est que quand tu lis l'œuvre, tu as un lien conscient de, encore une fois, tu peux imaginer un ou deux des idées, et puis après tu as le lien conscient de quand tu vas dire ok, l'œuvre peut m'apporter peut-être plus, j'ai une idée sur ce que ça peut m'apporter, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus, et donc du coup l'idée c'est que nous on apporte le nom et on donne justement cette idée, que la personne peut réfuter ou non, mais comme ça lui donne une première porte pour qu'elle après elle fasse sa réflexion. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pour ça aussi que les jeunes étaient peut-être plus impactés par ce type de bouquin-là, parce que justement, ils se disent... je sais pas moi, Sangoku ou Luffy, c'est une. Je me représente sur. Pour moi, c'est une représentation de moi dans le bouquin, quoi, on va dire. Et si lui évolue dans une société ou si lui pense de cette manière-là, et pourquoi je penserais pas comme lui à un moment donné. Et donc du coup, mettre des mots sur je sais pas moi, justement, le système de pouvoir dans l'équipage de Luffy, ou l'univers dans lequel il tourne, peut-être que c'est une philosophie ou une manière de faire que je devrais appliquer parce que justement c'est mon personnage préféré fait comme ça, quoi. Justement, moi ça me fait penser à ce que tu dis, c'est genre j'avais lu Fatima Wassak, qui est une essayiste politologue en fait, qui avait écrit un livre sur l'écologie, mais qui l'avait appelé Pour une écologie pirate. Et en avant-propos, elle développait le fait qu'en fait, elle, qui vient de la banlieue en France, elle disait si One Piece c'est aussi populaire, c'est parce qu'en fait ça parle à plein de jeunes qui se sentent aussi incompris et qui ont aussi une envie de révolte et une envie de se rebeller un peu contre ce gouvernement plus ou moins qui les écrase. Et du coup, elle faisait un parallèle entre ça, et moi j'étais plutôt d'accord en fait. Ouais. Et puis même en étudiant One Piece, on voit que ça fait plein de rapports à notre société. D'ailleurs, j'en venais à en parler, je me disais, là, quand on regarde en période électorale quel manga est le plus repris dans les milieux politiques, c'est toujours One Piece. C'est toujours des scènes de One Piece qui sont reprises, et c'est pas anodin. C'est bien qu'en fait ça parle clairement de rapport avec notre propre société à nous, et puis c'est toujours des valeurs orientées à gauche, ce qui me semble oui. Alors on s'imagine toujours que l'équipage de One Piece c'est de l'anarchisme et que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand on prend du recul, le côté leader de Luffy, justement, qui n'est pas forcément le plus fort ou qui n'est pas forcément le plus malin, il arrive à être leader, c'est-à-dire à avoir un petit penchant, justement, un petit côté pas anarchiste, justement parce que les gens le suivent pour ses pensées, mais du coup devient un leader et donc du coup devient un homme à suivre. Et donc du coup c'est contraire à la pensée de l'anarchisme à un moment donné, quoi. Et il n'y a pas de démocratie dans l'équipage de Luffy, bordel. Moi ce que je développe, c'est que pour moi Luffy justement il est un leader mais inconscient et même involontaire pour beaucoup de choses. Oui. Même politiquement, à chaque fois il agit politiquement de manière inconsciente. Quand il va à Enies Lobby, pour sauver son ami Nico Robin, il va faire brûler le drapeau du gouvernement, il attaque une base de la marine, mais c'est pas en fait ça a un rôle politique énorme dans le monde de One Piece, mais lui-même il s'en fout, lui c'est pour sauver son ami, et c'est toujours comme ça. Donc il y a aussi cet esprit-là de moi j'agis juste comme je veux pour les amis, mais voilà. Et peut-être que Luffy a une idée du pouvoir à appliquer, mais c'est surtout son équipage qui
le prend comme leader parce que peut-être que naturellement les choses se font comme ça, mais en fait c'est pas voir comment dire, le système mis en place dans l'équipage de Luffy comme un modèle d'anarchisme ou un modèle que Luffy voudrait appliquer inconsciemment de l'anarchisme, mais c'est plus le fait que l'équipage va suivre inconsciemment ou consciemment, ou parce que justement le côté leader de Luffy les amène à le suivre corps et âme à un moment donné, quoi. Je vais faire une petite transition avec la philo, mais en fait globalement c'est une idée d'égoïsme altruisme que Luffy représente très bien. Il pense d'abord à lui et à ses valeurs, mais comme ses valeurs justement sont globalement amises autour de lui, ce qui fait en fait, contrairement à l'économie d'ailleurs, c'est Adam Smith qui avait développé ça, mais c'est une théorie justement que son petit juge moral correspond tellement aux autres que ce que lui fait crée du bonheur autour de lui, et donc du coup comme tu l'as dit, les gens le suivent parce que en fait ce que Luffy fait est bon entre parenthèses pour tout le monde. C'est vraiment cette théorie d'égoïsme altruiste qui est très intéressante, de se dire que si ce qu'on fait est moralement juste et reconnu dans la société, bah oui, tu peux penser à toi et tes intérêts parce qu'en fait tes intérêts vont absolument aider tout le monde, chose qui n'est pas forcément vraie tout le temps, mais ce qui est vrai aussi par exemple dans la plupart des mangas, parce que Tanjiro c'est pareil, Tanjiro ce qu'il veut c'est sauver sa sœur, Naruto ce qu'il veut c'est devenir Hokage, mais en fait c'est parce qu'ils ont leur objectif personnel qui est moralement juste que la suite se découle. Et du coup je vais faire un parallèle par rapport à tout à l'heure et revenir pour peut-être me réexpliquer. Je suis totalement d'accord avec vous que justement ça cible d'abord les jeunes parce qu'on a une espèce de construction qui se fait à ce moment-là, on va chercher nos valeurs, et évidemment c'est la cible majoritaire, mais comme l'a très bien dit Fedra, c'est aussi ce truc de il faut pas oublier que même à 40, 50, 60 ans, il faut avoir le truc derrière, même si c'est une minorité ça va toucher aussi. Je pense que globalement on est d'accord là-dessus, c'est global. Ouais, bien sûr, enfin finalement tu reviens à ce truc où nous, le travail qu'on fait avec ces livres-là, c'est aussi de dire en fait il n'y a pas trop la question on est sur un truc admis où tout le monde aime ses œuvres. Sous réserve que tu les aies lus ou regardés ou machin et tout, mais que tu vas pas forcément en saisir tout le spectre non plus. Bien sûr, c'est-à-dire que exactement sur ce que vous venez d'évoquer sur Luffy, ça arrive que tu discutes avec des gens qui retiennent que la partie leader charismatique sans aller se poser la question de en fait si ça fonctionne, c'est pour le dire plus simplement parce que le cœur est au bon endroit. Pareil, et je pense que pareil pour Goku, y a des gens qui retiennent uniquement sa détermination. Or, par exemple, en disant Goku et Naruto c'est la même chose, alors que en réalité c'est pas du tout la même chose. Ils fonctionnent pas du tout sur le même truc. On en parlait là. Naruto a un objectif très clair, très défini. Goku, si tu reviens sur le truc, il a un objectif ponctuel à chaque fois, puisque c'est un objectif qui s'impose à lui. Goku, c'est presque un suiveur en fait. Voilà, tu as des choses. C'est marrant parce que pour moi, ces personnages en commun, Goku, Luffy, Naruto, sont des personnages qui ont des objectifs, mais qui vont corps et âme, mais presque avec de la naïveté, en partant du principe que tout l'univers va s'accorder à dire qu'ils ont un objectif, donc du coup il n'y aura pas de barrière à faire. Mais ils ont en fait aussi ce côté où ils sont puissants. Luffy a son pouvoir, il est quasiment indestructible. Goku il est trop fort, et Naruto il a un objectif. Il maîtrise certaines choses, et donc du coup ils partent du principe qu'ils restent des surhommes à un moment donné, et donc du coup que naïvement ils atteindront leur objectif sans avoir de barrières, ou s'ils ont des barrières pour pouvoir les casser facilement, quoi, on va dire. Mais du coup oui, c'est peut-être pas eux qui vont leader les idées, mais c'est plutôt les gens qui ont peut-être plus de maturité derrière, et qui vont prendre conscience que même s'ils sont naïfs, ils font les bonnes choses, ou moralement c'est plus intéressant ce qu'ils font que quelqu'un d'autre, quoi. Après, je vais juste un petit bémol, mais il y a aussi le fait que Luffy et Naruto, ils ont des prédispositions à naissance que Goku n'a pas. Ouais. Parce qu'en vrai, dans l'histoire, il y a quand même des faits, il y a des choses qui font que Luffy et Naruto auraient été importants, quoi qu'ils se soient passés, alors que Goku, en vrai, c'était pas forcément le cas. En termes de l'élu et tout ça, machin. En vrai, si. Le fait qu'il soit un des derniers Saiyans survivants. C'est le guerrier millénaire, oui, t'arrives sur la fin, mais bon, il y a ça quand même aussi, en vrai. Mais par contre, là où c'est intéressant dans Naruto et Luffy, là où effectivement tu as raison que Goku est un suiveur, Luffy, il y a quand même le truc de. Généralement, à chaque fois, l'histoire se passe sans lui, mais il fait à chaque fois le petit déclic qui fait que l'histoire, justement, va prendre une certaine passe. Après, je connais moins One Piece que Fedra, je pense, mais dans l'idée, en tant que lecteur, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que l'histoire se passe autour de lui, mais il fait le petit déclic qui va faire que l'histoire va prendre le chemin A et pas le chemin B, quoi. En fait, c'est le Forrest Gump du manga. C'est exactement ça. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va inverser un petit peu les rôles. On va jouer les psychologues pour vous. On va vous faire un petit test de Rorschach. Voilà. Donc, on va vous afficher ici une petite image. Hop. Et vous allez nous dire ce que ça vous inspire.
Il faudrait Ouais, là, écrire c'est un truc après. Hein. Là, ouais, faut écrire un roman là-dessus. Alors, peut-être pas un roman, mais une nouvelle ou quelque chose. Quoi. Moi, je vois le boss de la voix neutre d'Undertale, si vous avez la vision ou pas. La quoi? Le boss de la voix neutre dans Undertale. Ok. Attends, Je sais la pas voix si vous neutre avez- dans Undertale, c'est le. Ah, c'est Le jeu C'est avec- Flowey. Flowy Ah, oui. horrible avec Ouais, les trucs yes. dans tous les sens. Oui, là, c'est genre, vrai, C'est ouais. Photoshop Flowey. Ouais. Moi, Ouais. je vois un bouffon royal avec des jambes tentacules. Voilà. Peut-être jouer à Elden Ring en ce moment. Et... Ah oui, ça Ça joue doit- peut-être un ça peu, doit je sais pas. influencer, en effet. Ok, bah moi j'ai revu Wakfu il y a pas longtemps, du coup je vois 2 Thor qui sont en train d'écraser le village des Flaqueux, mais voilà. Et c'est Ok. marrant, vous voyez tous c'est à des boss ultimes Ouais, ou c'est ça, voilà, ou un ennemi à atteindre. serait pas Vous ça, avez- par hasard. quel est votre rapport avec vos mamans? Ouais, il va falloir passer sur une autre lecture, je sais pas, ou alors peut-être essayer de retrouver une histoire un peu plus simpliste quand même. Alors, est-ce qu'on en fait un deuxième? Ah, on peut faire un On peut faire un deuxième, allez. Ah non, ça Non, c'est c'est pas, pas- c'est la Alors, même. Ah, Allez, oh, en plus, c'est de quelque la chose couleur. de plus mignon peut-être, de plus gentil ou- Alors qu'est-ce que vous voyez là dans ce... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, hein. non, non, bien sûr. C'est juste qu'à la fin on saura s'il faut mettre une camisole ou pas. quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a juste des bonnes ou de mauvaises analyses. Voilà, de notre c'est côté, ça. c'est tout. Hein. Ça, en vrai truc, on est tellement dans des univers de, je pense, de culture graphique que Rorschach, c'est. Ouais, ça te c'est- hijack le truc, en fait, tu veux forcément voir une forme définie. Ouais. Ah, bah, Dans un ouais. truc, t'es pas du tout dans le ressenti. Bah déjà rien que psychologiquement, moi à chaque fois je considère vraiment que c'est une symétrie, donc je sépare les deux et j'essaie de regarder la gauche et la droite, je sais pas. Ah. Mais sinon moi j'aurais plutôt un corset là, un corset genre médiéval avec de la dentelle rouge. Ok, Ah oui, ouais, ok. carrément, Alors ouais. on va commencer comme ça. L'histoire commence comme ça. Un corsaire dans un univers médiéval. Ensuite, J'ai dit un corset, Un pas un corset, corset. un ouais, corset, un pardon, corset. excuse-moi. C'est un Bakugan, Un évidemment. Bakugan, bien sûr. C'est Ok. quoi les Bakugan, toi? Vrai jeu ça. Un fruit du démon. Et voilà, et c'est voilà. Alors j'ai ton analyse, tu regardes trop One Piece. Et bah super. Et bah écoutez, j'ai aucune analyse parce que je suis pas psychologue. Non, 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 pas du tout. Non, voilà. Mais en tout cas, merci les gars de nous avoir partagé un petit peu vos univers, voilà. Et on vous retrouve où d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement où est-ce qu'on retrouve vos œuvres? Alors on est sur le stand B241, on sera également à Japan Expo et les éditions de l'Opportun sont dispo partout, que ce soit à la FNAC, chez Cultura, sur internet, etc. Vous Partout, êtes- partout. On vous retrouve sur les réseaux un petit peu ou pas? Ouais. Instagram, Je t'en prie. TikTok. Bah Instagram pour moi, Yvan Tavo, voilà, compte public. J'essaie de publier de plus en plus, mais il faut que je m'y mette un peu quoi. Moi, Instagram, Twitter, Fedra-Bi. Voilà. Et pareil, Adco Latran sur les réseaux, mais j'aime pas ça parce que moi je suis vieux par rapport à. On dira pas quel âge tu as alors dans ce cas. Oh là là. Très bien. Merci beaucoup messieurs en tout cas pour Merci beaucoup à vous. vos C'était œuvres, la très présentation sympa, de vos ouais. œuvres. Merci, c'était très sympa. Merci du bruit pour le stream là. Putain, mais quel Merci, chauffeur les de gars. salle. Juste quand tu te barres. tu sais. Et bah merci beaucoup. Et bah dis donc ce panel littérature, il était hyper bien. Bah, ça, je vois que ça t'a plu toi. Moi ça m'a beaucoup Ouais, plu. ouais, Mais toi, quand on t'as- parle de philosophie et de sciences sociales, Je vois ça, je pars en couille. Ça t'inspire beaucoup, je vois ça. Ouais. Est-ce que du coup il y a peut-être une œuvre que tu aimerais acheter toi peut-être de ce que tu as vu, il y a des choses dans qui tout te... ce que j'ai eu, ouais, mais moi en fait ce que j'aime beaucoup, c'est comment dire, définir la société. C'est pour ça que j'aime beaucoup des jeux genre Civilisation, SimCity et tout. J'aime beaucoup comment la société se crée et comment il y a des interactions avec les individus. Ouais. Et comment naturellement il va y avoir des groupes qui vont se former parce qu'ils pensent la même chose. Et que même si tu as une philosophie ou une manière de penser la plus inclusive possible, naturellement des groupes vont se former, naturellement on répète l'histoire de l'humanité d'une manière ou d'une autre quoi, à un moment Oui. donné. Après, la civilisation, généralement, ça se termine plutôt en baston. Oui, alors oui, ça, ben oui. Donc ça peut être... Et parce que tant bien, quelqu'un tant passe pas la même chose que moi, c'est Ouais, tout. voilà, c'est ça, ou pas le même. Ou tu as volé sa merveille. Et toi, t'as qu'est-ce que c'était quoi la question déjà? Attends, je Ma question, est-ce que tu as des œuvres que tu aimerais du coup Ah oui, c'est acheter? ça. Voilà. Et toi, t'as des
Moi, pas forcément, parce que je suis un très mauvais lecteur. Ah bon? Ouais. Je lis très peu, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, je le prends pas. Et c'est vrai que je m'attarde plus sur des romans où je suis sûr en fait de la qualité, voilà, ou qui sont déjà reconnus. Et puis après, ça va tout de suite me parasiter en fait moi dans ma construction de mes œuvres, de mes propres œuvres. Donc du coup, c'est vrai que puis, des fois, je t'avoue que quand tu lis et tu dis ah mais c'est mon idée ça, merde. Du coup, tu dis merde, faut que je change tout là en fait. Donc ça, c'est le côté assez frustrant en fait. Donc c'est vrai que faut prendre le temps de lire. Après, si les BD, les comics, ça c'est les choses que je lis plus Les facilement. comics, on a parlé, hein, les comics, les mangas, c'est de la littérature aussi. Donc du ouais, coup, bien sûr. tu as aussi ce genre de truc. Et est-ce que Là, toi, t'as un scénario, donc t'as forcément derrière une histoire. Et ça se fait pas comme ça. On l'a dit avec les gars là tout à l'heure. Il faut que ton personnage ait un enjeu, faut qu'il ait un objectif, faut qu'il ait une évolution. Donc tout ça, c'est pas juste tu fais une BD avec 3 dessins et ça y est, quoi, t'as une histoire. Et puis quand on part du principe que de toute façon raconter n'importe quelle histoire est à la base politique, enfin même tout est politique à un moment donné, forcément tu vas former quelque chose, une manière de penser, donc du coup forcément tu es obligé d'avoir des sous-textes à un moment donné qui apparaissent. Quoi. Oui, il faut que tu aies comme on dit en fait, un enjeu, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Si tu as un personnage juste, il va parcourir les contrées et puis à la fin il se passe rien, qu'il n'a pas une ambition ou quelque chose, personne va s'intéresser à ton personnage, quoi. C'est ça, ouais. En tout cas, très bon panel. J'ai un peu faim et je ne sais pas ce que fout le mec qui doit faire l'interlude là. Ah, c'est pause. Ah mais oui, c'est pause. Ben oui, on va préparer le React cosplay. Ah oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup au public. On va faire une petite pause pour notre part. On va manger, j'espère. On va aller manger, ouais. Et puis on va préparer le live pour le React cosplay avec Pandora et Livanart. Oui, c'est ça. Merci à tous. Allez, bonne pause et on se rejoint tout à l'heure. Au revoir.